j'ai développé une qualité qui, je pense, est indispensable pour les entrepreneurs, c'est que, peut-être deux, j'ai soif d'apprendre et je suis très lucide sur là où je suis forte et pas forte. Et en fait, cette transparence, c'est au fond un outil, c'est pas une fin en soi. Cette transparence, ça permet aux gens d'avoir ce sentiment d'appartenance ou de comprendre le pourquoi derrière le travail qu'ils font. Et je pense que c'est absolument crucial. Est-ce que, à titre individuel, il y a des choses qu'on peut faire pour avoir une énergie plus positive? Et la réalité, c'est oui. Et en fait, ça prend quoi, 15 secondes chaque jour de le faire? Il n'y a pas de recette magique pour créer une société et innover dans un secteur donné. Là où on a dû vraiment être obsédé avec mon cofondateur et avec les premiers employés et toujours aujourd'hui, c'est en fait s'assurer que ce qu'on fait répond à un besoin ou a envie d'être utilisé par des gens. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Je ne perds pas une seconde de Mathilde Collin parce que mon temps est compté, voilà, et qu'en plus j'étais en train de lui raconter mes déboires avec la police qui vient de m'arrêter parce que bon bref, j'ai été pressé, j'ai fait plein de bêtises et bref, j'ai été bien traité. Salut Mathilde Collin, on est chacun à un bout du monde, toi et moi. Tu vas bien? Je vais très bien, et toi? Bah très bien, très bien. Je suis ravi, je faisais mes recherches sur ton parcours et puis sur ce dont on pourrait parler aujourd'hui. Et puis je voyais des articles originaux comme Mathilde Collin donne 100 € aux salariés qui réduisent à ses salariés qui réduisent leur smartphone. Je vois des choses sur l'équilibre professionnel, vie pro, vie perso. Je vois plein de choses. Je me suis dit, j'allais dire damn en français, mais on va se régaler. Voilà, je suis très content. Alors normalement, avant, j'ai le temps d'expliquer à mes invités, tu vois, de les préparer un petit peu plus, mais là, on est pris par le temps, de ma faute en grande partie. Donc, du coup, voilà, j'ai mis les pieds dans le plat, j'ai appuyé sur record et puis on est parti. Ça te va? C'est très bien. Je suis ravie de faire ça comme ça. Je pense qu'on sera tous les deux très transparents, que ce sera une super conversation. Peut-être une excuse que je peux faire déjà, c'est j'ai rarement l'opportunité de parler en français pendant une longue période de temps, et du coup, parfois j'utilise des mots anglais à la place d'utiliser des mots français. Je trouve ça très énervant, mais parfois j'ai pas le choix parce que je ne les trouve pas, et donc je m'excuse en avance pour tous les gens qui écouteront ça et diront elle aurait pas pu trouver le mot français. Oui, c'est obvious tout ce que tu vas dire, ce que tu viens de dire, mais non, j'ai plein d'invités qui, figure-toi, n'ont pas passé un jour depuis 18 mois et le premier confinement dans un pays anglo-saxon, qui probablement travaille en anglais, mais qui utilise déjà, pour le peu que tu as parlé, plus d'anglicisme que toi. Donc tu vois, relax, on est entre nous. Voilà. Pour commencer, Mathilde, je te propose de te présenter. Alors, je m'appelle Mathilde Collin. Je suis à San Francisco avec mon mari et ma fille qui a eu 1 an cette semaine. Il y a 7 ans, j'ai commencé une entreprise qui s'appelle Front avec mon cofondateur Laurent. On a commencé à Paris et puis quelques mois après, on est allé à Y Combinator en Californie, et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de s'installer en Californie. J'ai eu une enfance assez paisible. J'avais de la chance, j'étais douée à l'école, j'avais des parents aimants. J'ai toujours trouvé que le monde était injuste parce que j'avais toute cette chance d'avoir ces choses-là, et je pense que ça a contribué à ma volonté de donner en retour dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Mais voilà, donc j'ai enfance paisible, je fais une école de commerce, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai eu l'occasion de faire un stage dans une grande boîte, un stage dans une petite boîte, un stage dans des associations, etc. Et donc j'ai finalement décidé 1 an après avoir eu mon diplôme que j'allais créer une société qui s'appelle Front. Le but, ce serait 2 choses, de créer un environnement où les gens seraient
contents de venir travailler. Et donc, mon espoir dès le début, c'était d'avoir de plus en plus d'employés qui puissent être contents de venir travailler le matin, mais aussi de travailler sur un produit qui change la manière dont les gens travaillent. On a décidé de s'attaquer au problème de l'email pour commencer, parce que c'est toujours un outil que beaucoup de gens utilisent beaucoup d'heures tous les jours. Et donc, si on peut rendre l'outil bien meilleur, alors je pense qu'on pourra avoir un impact et sur les gens qui bossent chez Front et sur les gens qui utilisent Front. Et une troisième chose qui m'importe avec cette société, c'est aussi de pouvoir partager ce qu'on apprend. Et donc, j'ai en effet, comme tu disais, j'ai écrit pas mal d'articles et je continue d'écrire pas mal d'articles sur les erreurs qu'on fait, ce qu'on apprend, des convictions qu'on a, des études qu'on a lancées, etc. Et la raison, c'est que je pense que il y aura forcément un nombre limité de personnes qui vont bosser chez Front ou utiliser Front. Et donc, pour augmenter notre audience et notre impact, en fait, on communique aussi pas mal sur ce qu'on apprend. Donc voilà, quand je suis pas en train de travailler, je suis très sportive, je fais beaucoup de sport, mais aussi je joue à des jeux de société. En gros, j'aime bien gagner. Ça, je pense, c'est un gros driver chez Front, mais aussi dans ma vie perso. Voilà, donc on peut parler de tout ça et de probablement 1000 autres choses. Je crois que c'est Patrick Mouratoglou. Tu vois qui c'est, le coach de Serena Williams? Ouais. Qui m'a dit que la différence entre les gens très bons et les grands champions, c'est que les gens très bons, ils aiment bien gagner et les grands champions, ils détestent perdre. Ouais. Ils détestent tellement perdre que c'est vraiment, c'est un truc très fort. Tu te situes où dans cette échelle, toi, tu crois? Je déteste perdre. Et après, donc je déteste perdre. Après, je dirais une chose, c'est que peut-être la nuance que j'apporterais, c'est que quand je joue bien, ça m'embête moins de perdre. Disons que si je faisais un match de tennis contre Serena Williams, je pourrais pas être très énervée d'avoir perdu. Tout à fait. Dans tout ce que tu as dit, il y a plein de choses qui me touchent directement. Déjà, alors, d'un point de vue très concret, les articles que tu écris ou que vous écrivez, on les trouve où? Je les publie sur Medium. D'accord, Medium, plateforme que j'utilise aussi très bien. Donc Medium, Mathilde Collin, et je mettrai le lien. En anglais, j'imagine. En anglais. Ok, très bien. Pour ceux qui parlent pas anglais, il y a Google Translate, ça marche très bien désormais, je crois. Et puis il y a ce podcast. Voilà, exactement. C'est hyper intéressant. Tu te rends compte du changement de paradigme qu'on vit là-dessus. Enfin, je sais pas quand est-ce que tu es sorti d'école, mais il y a moi, quand j'ai commencé à bosser, avoir un endroit où tu consignerais de manière assez publique tes erreurs pour que les autres puissent en profiter. On t'aurait dit, mais t'es complètement débile, Mathilde, tu vois. En fait, juste, t'as appris des trucs, tu vas pas en faire profiter tes concurrents directs, quoi. Moi, j'adore évidemment ce genre d'approche, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Alors, en fait, je pense qu'il y a deux choses sur ce sujet qui sont intéressantes. La première, c'est le sujet de la transparence. Donc, par exemple, une chose qu'on fait depuis le début de Front, c'est de publier notre roadmap. Donc, ce qu'on a shippé, mais aussi ce qu'on va shipper. Donc, front.com. Alors, roadmap, pardon, est shippé. Roadmap, c'est donc, là, c'est pas que anglais, c'est technique aussi. Ouais, une roadmap sur une entreprise comme Front et comme beaucoup d'entreprises de la tech et d'autres, c'est qu'est-ce que tu vas développer. Généralement, tu as un ordre, donc d'abord telle fonctionnalité, puis celle-là, puis celle-là. Les développeurs, il y a plusieurs équipes potentiellement qui travaillent sur plusieurs choses. Tu vas avoir, voilà, et quand tu ships, c'est quand tu les sors. C'est des releases, exactement. Non, c'est ça. Hein, donc, exactement, et que les utilisateurs puissent les utiliser. Merci de clarifier. Je vais être un peu meilleur à clarifier. non, mais ça fait partie de mon job. T'inquiète, je le fais avec plaisir. Mais ouais, donc du coup, je disais qu'il y avait deux sujets. Un, la transparence, et donc nous, on a toujours été assez transparents. On peut dire à nos compétiteurs, voilà ce sur quoi on travaille. Et, concurrent, Mathilde, on dit concurrent, le mec relou. Concurrent, merde. Non, je vais arrêter. C'était juste pour te taquiner puisque tu l'as mis. Donc, dire à vos concurrents. Heureusement que j'ai fait ce mea culpa au début, parce que sinon, j'aurais vraiment honte. Et puis voilà, je vais arrêter. Les gens, ils penseront par eux-mêmes. Voilà, ce sera. Exactement. Ils me jugeront et ce sera ok, c'est le prochain sujet. Ce sera terrible. Ce sera terrible. Bref, donc la transparence et donc ouais, cette intuition que si on partage trop, alors d'autres personnes comme des concurrents pourraient savoir ce
ce qu'on va faire et que donc du coup c'est un désavantage, alors que moi j'ai toujours trouvé que la transparence c'était un avantage parce que par l'exemple de la roadmap produit, c'est que du coup nos clients savent ce qu'on va faire, il y a une confiance qui est instaurée entre nous et nos clients. Notre communauté va pouvoir voter sur ce qu'ils veulent pas, et donc il y a toujours des pour et des contre, mais je trouve que très généralement, quand on est très transparent, il y a plus de pour que de contre. Et puis le deuxième sujet, c'est la vulnérabilité. Et donc quand je partage mes erreurs, c'est pas juste être transparent, mais j'accepte aussi d'être vulnérable et de dire je sais pas faire ça, j'ai pas su faire ça. Et ça, je trouve que c'est assez contre-intuitif, mais j'ai vraiment appris ça ces dernières années. C'est que ça, quand on est vulnérable, et je le fais beaucoup avec la société, où je peux dire devant tout le monde, soit je vais pas bien, soit je sais pas faire, soit j'ai eu peur de ça. En fait, je pense que ça inspire beaucoup de confiance, contre-intuitivement. Et je pense que la raison pour laquelle ça inspire confiance, c'est parce que si j'ai suffisamment confiance en moi pour pouvoir dire, voilà, j'ai fait ces erreurs, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui, je sais, sont des forces, qui me donnent confiance assez pour pouvoir partager mes faiblesses. Et en plus de ça, non seulement ça inspire confiance, mais je pense que ça crée une entreprise humaine où les gens vont plus vouloir être derrière toi que s'ils avaient eu l'impression de parler à un robot qui à chaque fois expliquait que tout était super. Je suis totalement aligné. Enfin, en prenant un peu de recul et qu'on le vit, on voit quelqu'un qui a plus de lucidité aussi. Je veux dire, être capable d'accepter dans un travail d'équipe, notamment ses forces, ses faiblesses, c'est aussi tendre la main pour se faire aider potentiellement sur certaines choses. Et puis, tu vois, sur des decks, des présentations pour des investisseurs, être capable de montrer à tes futurs investisseurs, par exemple, regardez, là, nous, on est très, très fort là-dessus, et là-dessus, on a des soucis où on n'est pas très fort, où, attention, il y a des concurrents qui sont très forts là-dessus, il faut faire, etc. Ça montre quand même, quelque part, quelqu'un qui est smart, qui te fait gagner du temps, qui se met pas qui se voile pas la face, en fait, quelque part. Et moi, je trouve ça, hyper intéressant. Et comme tu le dis, on n'a pas été dans un monde qui gagne, on n'a pas été élevé là-dessus, en fait. Tu dois te montrer fort et beau et voilà. Mais généralement, je pense qu'on gagne. Je suis tout à fait d'accord, pas mal de temps. Nous, on avait fait un projet comme ça, donc on n'a pas eu le temps de beaucoup discuter, mais tu le sais peut-être pas. Je dirige une agence qui s'appelle Cosa Vostra, et on avait à un moment décidé je trouve que les agences digitales qui ont un site internet pourri, pour moi, c'est pas possible. Tu vois, tu peux pas, je sais pas moi, être un vendeur de piscine et avoir, tu vois, un magasin dégueulasse avec des piscines toutes moches et sales. Tu vois, ça marche pas. Ouais. Et donc, du coup, à un moment, je m'étais dit, pour pousser ce truc à l'extrême, je m'étais dit exactement un peu comme ton histoire de roadmap, on va refaire notre site internet et on va le refaire en public. Donc, on avait mis une landing page où on disait, si vous voulez, sur causavostra.com, voir l'ancien site internet et voir ce qu'on fait, c'est là, c'est à gauche. Et si vous allez cliquer sur le bouton à droite, vous allez voir notre projet pour notre prochain site internet. Et ça a été une méga foirade. C'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, ce nouveau site, on s'était dit, on va le sortir à telle date, on fait des releases, etc., etc. Et en fait, ça a pas marché comme on voulait du tout. Et ça a montré à beaucoup de clients et de gens autour de nous que, en fait, un projet digital, un projet avec une entreprise dans le service, nous, on est avec plein d'humains, il y a des désaccords, et à la fin, on s'est dit, le site, pas à la fin du projet 1 qui est parti en live, on s'est dit, en fait, on va tout mettre à la poubelle et on recommence. Et ça montre que c'est possible, tu vois, et que ça peut arriver, et qu'en fait, des projets avec des partenaires, des clients, des gens autour de moi, on vit à plusieurs, et c'est possible que ça parte en live. Tout n'est pas, gravé dans le marbre, ça va pas marcher tout le temps, et c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Ouais, exactement. Mais ça touche à un sujet qui me tient à cœur. Donc, j'ai parlé un peu du fait que j'avais créé Front en voulant créer un endroit où les gens seraient contents de venir travailler. C'est quelque chose qui me tient très à cœur, et donc en fait les 10 dernières années j'ai réfléchi à ce qui je pense contribue à des gens heureux au travail. C'était quand, pardon, la création? 7 ans, il y a 7 ans. Ok, très bien. Ok. Et je pense qu'il y a 3 choses principales, dont une qui a un lien avec ce que tu viens de dire. Pour que les gens soient heureux au travail, ils ont besoin d'avoir un sentiment d'appartenance à une équipe, à une mission, à un projet, etc.
Le deuxième, c'est ils ont besoin de sentir qu'ils font partie de l'aventure. Donc, en gros, leur donner autant d'éléments possibles sur pourquoi on fait ça, comment est-ce que leur travail contribue à quelque chose, etc. Et le troisième chose, c'est qu'ils ont besoin de grandir, d'apprendre. Et en général, avoir un bon manager, c'est toujours assez utile. Mais la deuxième chose, qui est faire partie de l'aventure, et donc au fond, quand tu parles de ton site internet, je pense que les gens pouvaient voir l'avant et la construction, et que ce soit les gens de ton équipe ou des gens qui sont pas de ton équipe mais qui voient ça, vont forcément se sentir attachés à votre marque parce que ils sentent qu'ils font partie de l'aventure. Et c'est un peu, quand je disais qu'on avait une roadmap et qu'elle était publique, au fond, c'est un peu ça ce que ça crée. Ça crée des gens qui sont pas forcément chez Front, mais qui ont un attachement à Front parce que ils voient ce sur quoi on est en train de travailler, pourquoi, là où on réussit, là où on réussit pas. Et je crois que tout ce contexte, et en fait cette transparence, c'est au fond un outil, c'est pas une fin en soi, mais cette transparence, ça permet aux gens d'avoir ce sentiment d'appartenance ou de comprendre le pourquoi derrière le travail qu'ils font, et je pense que c'est absolument crucial. Est-ce que tu vois, est-ce que quand dans 20 ans on réécoutera cet épisode, tu sais, il y a eu un moment où certains se plaignaient de l'usage de la bienveillance et du terme bienveillance, etc. En fait, je réfléchis juste à il y a 20 ans et aujourd'hui, et la différence entre, tu vois, je disais se présenter beau et fort, et etc. Et aujourd'hui, être totalement essayer en tout cas ou transparent. Il y en a qui le poussent. Est-ce qu'on peut le pousser trop loin? C'est possible, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Mais est-ce que certains nous accuseront probablement de dire que ce sont des outils marketing un petit peu. Et c'est pas. En fait, comme tu le dis, on implique du monde, mais quelque part, je pense que ça peut être perçu comme un truc un peu fake en fait. Mais je le perçois pas du tout comme ça. Je me pose juste la question de ce que ça peut donner comme impression. Alors déjà, les gens sont libres. La Startup Nation, tout ça, tu vois, pardon. Oui, ouais, tout à fait. Moi, je pars du principe que les gens sont libres. Quand j'écris des choses, la réalité, c'est que ce à quoi je pense en premier, c'est est-ce que ça peut être intéressant? Est-ce que les gens peuvent lire cet article et avoir des choses actionnables ensuite pour être meilleurs, soit dans leur boulot, soit quand ils font des choix professionnels, etc. Que tout le monde trouve pas ça intéressant, ça je trouve ça normal, et en fait, tant mieux. La transparence, c'est un sujet intéressant. Je pense que ça peut être, on peut pousser la transparence trop loin. Chez Front, je répète une phrase très très souvent qui est il y a de la bonne transparence et de la mauvaise transparence. Et la bonne transparence, ça répond à plus de questions que ça ne soulève de questions, et la mauvaise transparence, ça soulève plus de questions que ça ne répond à des questions. Et donc, je pense que c'est comme la bienveillance, comme tu l'as dit, c'était trop bienveillant et que t'en viens à plus être honnête sur et plus être capable d'avoir des conversations difficiles. Alors je pense qu'au fond, tu t'es plus bienveillant en fait. Et donc la transparence, c'est pareil. Je pense que ça peut être mauvais. Est-ce que c'est un outil? Au fond, c'est marrant parce que c'est quasiment pas un outil, quoi. Par définition, la transparence, c'est juste t'enlèves justement l'outil. Il y a plus rien. Ensuite, l'avantage de cette ère d'internet, c'est que les gens qui veulent lire, écouter, faire partie de cette aventure, ils peuvent, et puis ceux qui veulent pas, ils sont pas obligés, quoi. Ouais, et en fait là, en t'écoutant et tu vois, c'est ce que j'ai essayé de pousser avec ce podcast aussi au maximum. Donc, ce que je t'ai pas précisé au début de l'épisode, mais tu dois peut-être le savoir, c'est que je mets tout en ligne. Donc, j'appuie 2 fois sur le bouton enregistrer, c'est pour commencer, pour arrêter. Et puis après, j'ai des logiciels qui quasiment automatiquement, il y a pas de montage en fait, vont me mettre. Il y a Morgane qui fait 2-3 petits trucs, mais ils vont mettre au début, mais on coupe rien du tout. Et c'est donc dans cette logique de me dire en fait, je veux qu'il y ait tout. Et j'ai pas envie d'être celui qui décide si ça c'est intéressant ou pas intéressant, etc. Parce que toi, t'as des choses à dire, et tu vois, de temps en temps, quand tu fais des interviews dans des journaux, voilà, on va reprendre certains trucs que t'as dit, mais pas d'autres, alors que ça va te siphonner le fond de ton propos, tu vois. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, c'était vraiment l'objectif de faire du long, du brut et du très transparent pour dire, voilà, chacun en fait ce qu'il en veut jusqu'au bout. Mais il y a des gens, en effet, qui aiment pas ça, et je me demande un peu, j'essaie de me projeter un peu pour voir la perception de tout ça. J'avais encore le
secret d'espoir que compétiteur serait passé sous silence, que ça deviendrait... C'est mort, Mathilde. Mais non. C'est dead. Great. Écoute, on va revenir sur ces points-là, parce que, en effet, c'est c'est un sujet pour moi d'avoir des gens qui sont contents de travailler tous les matins. C'était vraiment une des premières choses que tu voulais faire, et moi, c'est quelque chose d'important, et à la fois, je trouve c'est hyper compliqué, parce que il y a tellement de paramètres qu'on maîtrise pas, que du coup, je trouve ça très complexe. Est-ce que là-dessus, tu peux me donner un peu où ça a commencé, et les grandes évolutions sur 7 ans ou plus de travail sur ce point précis? Sur ce point précis, ouais. Alors, c'est assez intéressant parce qu'il y a clairement eu des changements. Moi, je pense que la raison pour laquelle ça m'a toujours intéressée, il y en a deux. La première, c'est que j'avais pas été forcément inspirée. J'étais une enfant, adolescente très heureuse, et j'ai pas eu autour de moi beaucoup de gens passionnés par leur boulot. À l'inverse, plutôt des gens un peu désengagés. Et donc moi, je me disais, en fait, je vais grandir. Puis je vais passer 5 jours par semaine dans un boulot qui m'ennuie, ça me paraît horrible. Et donc je pense que ça, c'est un premier biais que j'ai eu, qui est le manque de figures familiales ou autres qui allaient au travail le matin en étant extrêmement enthousiaste, m'a fait dire j'aimerais bien, en tout cas je veux pas ça pour moi, et j'aimerais bien que ce soit pas le cas pour beaucoup de gens dans le monde. La deuxième chose, c'est que après avoir eu mon diplôme, je suis allée dans une start-up de moins d'une dizaine de personnes, et en fait, ça a été une expérience vraiment terrible pour moi. Et j'ai été extrêmement malheureuse. Et j'ai vu à quel point un environnement et une culture d'entreprise pouvaient avoir un impact néfaste sur la santé mentale des gens. Et en fait, ça m'a terrifiée. Et je me suis dit, je vais prendre ça en compte. Enfin, c'est encore deuxième biais, mais c'est la raison pour laquelle très tôt dans l'histoire de Front, j'ai été super délibérée sur quelle serait la culture, nos valeurs, les choses sur lesquelles on voulait pas transiger, etc. Maintenant, je pense que ce que tu as dit et qui est vrai, c'est que les premières années de Front, je me suis vraiment focalisée sur l'environnement de travail qui créerait des gens heureux. Et donc, ça passait par, on est une boîte transparente, on est une boîte qui allons faire des off-site pour que les gens se connaissent plus que comme collègues, mais aussi puissent passer du temps ensemble. On est une boîte qui va bien marcher parce qu'on pense que avoir des bons résultats, ça contribue à un enthousiasme. On est une boîte qui va être très proche de ses clients parce que ça donne du sens au boulot que je fais tous les jours, etc., etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les premières années de Front, on a mis ces choses en place, ça marchait pas mal. La boîte a beaucoup grandi. On a lancé en 2014. Et puis, en 2017, mon cofondateur, un jour à San Francisco, me dit « Est-ce qu'on peut aller faire une petite marche ?» C'est un peu bizarre, il me demande jamais ça. Et me dit « J'ai un cancer. » Et je sais pas si c'est très avancé ou pas, mais voilà. Donc je suis assez déstabilisée. Les semaines qui vont passer ensuite, les nouvelles ne seront que moins bonnes à chaque rendez-vous qu'il va faire. Et moi, en fait, je suis un peu dans un mode survie, mais principalement pour lui. Donc j'essaie de faire en sorte que la boîte continue de bien marcher. J'essaie de faire en sorte d'être super là pour lui. Et en parallèle, dans ma vie perso, je décide de déménager au même moment. Super idée, pas du tout stressant, etc. Bref, je me réveille un jour, le lendemain du déménagement, et en fait, j'ai tellement poussé que je peux plus aller travailler. J'ai beaucoup d'anxiété. Enfin, à l'époque, j'arrive pas à mettre des mots sur ce que je ressens, mais en tout cas, je peux plus aller bosser. Et donc, en gros, à partir de là, j'ai fait pas mal de changements dans ma vie. 18 mois après, j'ai pu me dire, je suis contente de cette expérience. Mon cofondateur s'en est sorti. Maintenant, il a plus de cancer. Il est en très bonne santé. Mais en fait, le changement majeur de perspective que cette expérience m'a apporté, c'est que, et que je dis beaucoup chez Front maintenant, mais que je dis pas, c'est pour être heureux au travail, il faut d'abord commencer par être heureux dans sa vie perso. Et donc, c'est là où je réponds à ce que tu dis sur c'est très compliqué de savoir comment on crée des gens heureux au travail. Mais ce qui est sûr, c'est que
si dans ta vie perso, t'es pas quelqu'un d'heureux, t'es pas quelqu'un qui prend le temps de prendre soin de toi, de ta famille, de tes amis, etc., alors, au fond, le boulot peut faire tout ce qu'il veut pour avoir une culture bienveillante, transparente, et exigeante. Enfin, on s'en fiche, mais au fond, notre impact sera que minime. Et donc aujourd'hui, quand les gens rejoignent Front, je fais une présentation et je leur dis que oui, on va parler beaucoup chez Front de l'environnement de travail qui, on pense, contribue à un engagement fort des employés, mais c'est que en fait une petite partie de l'iceberg, quoi. Ce que je veux, c'est que les gens prennent du temps pour eux, et c'est pour ça qu'on met en place aussi des initiatives qui font que les gens ont le temps, l'espace, et puis ont des modèles chez Front de gens qui ont cet équilibre. Est-ce que, du coup, c'est faux si je reformule en disant le travail ne peut pas rendre les gens heureux? Non, je pense que, alors, deux Parce que choses. ce qui me semble assez clair, pardon, c'est que le travail peut rendre les gens malheureux. Alors, le travail peut rendre les gens malheureux. Je pense que pour la grande majorité des gens, le travail est un élément nécessaire pour être heureux. Donc, en gros, c'est pas parce que t'es heureux dans ta vie perso. Mais je pense qu'il y a très peu de gens qui, sans travailler, peuvent être heureux. Donc, mais je pense que le travail ne peut donner que l'illusion d'être heureux si le reste ne suit pas. À savoir que, en fait, il y a une personne que j'aime beaucoup, Justin Kan, aux États-Unis, qui était un partenaire de Y Combinator quand on était à Y Combinator, qui a créé Justin TV, qui a vendu oui, très bien, oui, qui a eu un raid je vais raconter ça après, mais extraordinaire. Non, LAPD devait être à Los Angeles et il se filmait en live tout le temps. Et donc il y a quelqu'un qui avait dit qu'il y avait quelqu'un qui était en train de se faire braquer chez lui, et donc comme tout était en live, à un moment en live, il y a les forces spéciales qui débarquent chez lui, c'était génial, pardon. Et en fait, lui, donc il a fait Justin TV, il se filmait ensuite, qui est devenu Twitch, qui a été revendu pour $1 milliard, et il raconte très bien à quel point, en fait, il avait l'illusion au moment de cette aventure de Justin TV Twitch que son travail pourrait le rendre heureux, à savoir, il pourrait avoir beaucoup d'argent, et au moment où il aurait beaucoup d'argent, il serait bien plus heureux, il pourrait avoir beaucoup plus de visibilité, il serait beaucoup plus heureux parce qu'il serait connu, il pourrait avoir beaucoup plus de responsabilités, etc. Et en fait, tout ça, c'est avéré faux. Et je trouve que donc c'est ça ce que je veux dire quand je parle du travail peut donner l'illusion d'être heureux, c'est qu'on peut se dire mais en fait je vais avoir cette promotion, je vais avoir ça va me rendre heureux, etc. Puis en fait on se rend compte à chaque fois qu'on a ça que en fait non, en fait c'est peut-être le prochain truc. Et si on se dit que notre bonheur est lié à l'obtention d'une chose future, au lieu de se focaliser sur le moment présent et de se demander qu'est-ce qui aujourd'hui va faire que moi Mathilde Collin je suis heureuse en vivant dans le présent. Alors je pense que c'est pas une bonne recette de lier son bonheur à l'obtention d'une chose future. Et ce que j'aime beaucoup avec Justin Kan, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup de crédibilité aujourd'hui pour dire ça, parce que il est multimillionnaire ou milliardaire, et il peut dire en fait ça ne m'a rendu que plus malheureux, parce que juste je pensais travailler pour avoir ça parce que ça allait me rendre heureux, et en fait je me suis rendu compte que c'est pas du tout ce qui me rendait heureux, et à l'inverse ensuite il a beaucoup travaillé sur lui-même, il a fait beaucoup de thérapie, de méditation, plein de choses dont il parle assez ouvertement, et c'est ça ce qui l'ont rendu heureux, et pas l'illusion que des choses externes pourraient très bon argument pour ne pas augmenter tes collaborateurs, ça marche très bien. Je sais pas ce qui va te rendre heureux. Pour répondre à ce point spécifiquement, je trouve que le fait de sentir que son impact augmente dans le temps et que ça se manifeste par un salaire qui augmente est crucial. C'est vrai, non, mais c'est vrai. J'avais juste vu une étude très sérieuse et je pense qui montrait que l'impact d'une augmentation de salaire dans le temps sur la motivation de quelqu'un
et peu importe, c'est pas que des collaborateurs, des employés, même peu importe, un entrepreneur, et voilà, dans le temps était très très faible. Mais c'est genre 6 semaines, ou enfin, tu vois, ça te remotive pour un temps, même si l'augmentation est énorme. En fait, c'est pas du tout un truc qui a un impact fort, quoi. J'en suis En revanche, l'inverse étant pas forcément vrai, c'est-à-dire que cette espèce de sentiment d'injustice quand on t'augmente pas peut en revanche être très démotivant. Donc c'est tu vois des choses difficiles à très difficiles à gérer. Ouais. Vous êtes parti de Paris à on reviendra, hein, je pense que ce fil rouge du travail et du bonheur au travail est vraiment quelque chose de je te le redis en plus qui chez moi et dans mes contenus et dans ma vie d'entrepreneur, ça a été une vague dans les 18 derniers mois et depuis le premier confinement, parce que j'ai eu d'énormes échecs là-dessus, tu vois, des burn-out, des burn-out comme j'en avais eu aucun en fait, hein, dans 15 ou 20 ans, et puis il y en a eu 6, tu vois, à un moment, en l'espace d'un 6 mois, un an, tu vois, et c'est pour moi, tu vois, un énorme échec. C'est-à-dire que c'est vraiment pour moi quelque chose que je vais faire, le fail de mes 18 derniers mois. Je pouvais pas faire pire. Donc je veux vraiment qu'on revienne là-dessus parce que je pense que quand tu théorises là-dessus, il faut qu'on en profite. Ça peut être le sujet du jour. Mais je voudrais comprendre avant ça, pourquoi vous êtes parti de Paris à San Francisco. Ça peut sembler obvious pour revenir sur ce mot, évident. En tout cas, il y a eu tout un moment, j'ai l'impression qu'on en revient peut-être un tout petit peu maintenant et encore, mais où en effet on me disait, si tu veux lever beaucoup, être leader mondial dans du business en SaaS, faut être aux États-Unis. Ça ne marche que comme ça. Alors nous c'était pas aussi délibéré que ça, dans le sens où ça a été assez organique. Pour te donner un peu de contexte, j'avais jamais voyagé en dehors d'Europe avant d'aller aux États-Unis pour Y Combinator, enfin pour mon premier voyage aux États-Unis. Et en plus de ça, moi j'avais dû emprunter de l'argent pour faire mon école de commerce, et donc du coup créer une société, c'était déjà un risque énorme. Et donc, si tu veux créer une société puis ensuite aller s'implanter dans une des villes les plus chères du monde, c'était pas forcément un risque que j'avais envie de prendre. Et donc, au début, quand on a commencé Front, on n'avait pas du tout l'idée d'aller aux États-Unis. Donc, on a commencé en France. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au début de l'aventure Front, on faisait vraiment que deux choses avec Laurent, mon associé, et notre premier employé. On construisait le produit et on essayait de parler à des utilisateurs, même si on n'avait pas de produit, pour essayer de comprendre ce qu'ils voulaient. Et on faisait que ça. Et du coup, pour avoir des utilisateurs, moi, à l'époque, j'écrivais déjà un peu. Et j'écrivais des articles sur, par exemple, le futur de l'email, est-ce que l'email est mort, etc. Et j'écrivais ce contenu en anglais et je le publiais sur mon compte Twitter, sur Hacker News, enfin quelques plateformes de distribution de contenu. Ce qui fait qu'en fait, les premières entreprises à avoir manifesté de l'intérêt pour Front. Tu voulais me poser une question? Non, mais je coupe les gens. Mais pourquoi tu publiais ce contenu? Parce que tu avais le temps. Pourquoi? Simplement parce que je me disais que c'était la meilleure stratégie pour avoir des entreprises qui s'inscrivent à notre bêta. Okay. Notre bêta, ça veut dire le produit avant lancement. Et donc, c'était la meilleure stratégie. Et la raison pour laquelle c'était une bonne stratégie pour nous, c'est parce que l'email, c'est un sujet qui intéresse. Et donc, lire un article sur est-ce que l'email va disparaître, quel est le futur de l'email, comme c'est un sujet qui, je pense, intéresse les gens parce qu'ils passent tellement de temps dans leur boîte de réception qu'ils peuvent pas être neutres. En général, soit tu détestes, soit t'adores, mais en général, t'es pas si neutre que ça. Bref, du coup, j'écrivais pas mal, et donc on faisait deux choses: parler à des utilisateurs qui avaient connu Front grâce à ce contenu, et construire le produit. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les premières entreprises qui se sont inscrites étaient des entreprises aux États-Unis, parce qu'il y avait un biais qui est j'écrivais en anglais et je publiais sur ces plateformes. Et je me suis dit un jour, en fait, j'ai envie d'aller voir ces entreprises, ou ces personnes qui ont manifesté de l'intérêt. Et donc, j'ai décidé de prendre des billets d'avion, de partir 10 jours, je crois, à San Francisco. Je me dis vraiment, le seul but, ça va être de parler à ces gens et de vraiment comprendre ce qui les intéresse dans Front. Et
j'y suis allée. À l'époque, j'étais dans ce qu'on appelle une hacker house. C'est une espèce de grande maison où il y a plein d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément l'argent pour se payer un hôtel ou un Airbnb, etc. Donc, je dormais avec plusieurs personnes dans la même chambre sur Alamo Square. Bref, c'était une période assez unique. J'ai passé 10 jours. Et en fait, le sentiment que j'ai eu après ces 10 jours, c'est plusieurs choses. La première, c'est que j'ai adoré l'énergie quand j'étais à San Francisco. Je trouvais que les gens étaient hyper enthousiastes, alors qu'il y avait plein de raisons d'être sceptiques. On était quand même une boîte de 3 personnes qui voulaient gérer les emails des entreprises, on n'avait pas encore de produits, etc. J'ai trouvé énormément d'enthousiasme, d'énergie, et en fait, quand tu crées une boîte, c'est indispensable d'avoir cette énergie, parce qu'en fait, t'as déjà tellement de mauvaises nouvelles à gérer au quotidien que si en plus t'as des gens qui ont pas cet enthousiasme, bon, c'est un peu double peine. La deuxième chose, c'est que j'ai trouvé que tout allait très vite. À chaque fois que je rencontrais quelqu'un, j'avais l'impression que cette personne me disait « Ah mais tiens, demain, t'as qu'à rencontrer cette personne. » Et cette personne, ça peut être un potentiel investisseur, un potentiel partenaire ou un potentiel client. Et donc, j'avais trouvé qu'en 10 jours, j'avais fait plus de progrès qu'en plusieurs semaines avant en France. Et donc, cette rapidité était assez chouette. Et la dernière chose, c'est j'ai trouvé que les Américains avaient la combinaison d'avoir énormément d'ambition et donc de me dire bah, évidemment cette boîte pourrait être énorme, etc., mais tout en étant assez humble, parce qu'en fait bah, là où t'en es aujourd'hui, c'est qu'en fait t'as pas de produit et pas d'utilisateur, donc super ton projet, mais voilà, reste humble. Et je suis rentrée des États-Unis en France et j'ai dit à Laurent, en fait, on m'a parlé de ce truc, Y Combinator, c'est un accélérateur, on peut postuler pour 3 mois et on peut y aller pour 3 mois, on verra bien si ça confirme les intuitions que j'ai. Mais donc au début, le choix a pas été de bouger aux États-Unis. Le premier choix, ça a été de passer 10 jours à San Francisco. Le deuxième choix, ça a été de postuler à Y Combinator, ensuite de passer 3 mois là-bas. Et après les 3 mois, ce qu'on s'est dit, c'est que ça s'applique pas peut-être à toutes les boîtes de software créées en France, mais en tout cas, pour un produit comme Front, on avait l'impression qu'on irait plus vite en étant aux États-Unis, parce qu'on arriverait à vendre plus vite, parce que on arriverait à lever de l'argent plus vite, parce qu'on arriverait à convaincre des partenaires de s'associer avec nous plus vite, etc. Et je pense que ça, c'était vrai. Est-ce que ça serait vrai aujourd'hui ? Je ne sais pas, je vais pas refaire le monde et c'est difficile parce que le marché a beaucoup évolué, et ce qui est sûr, c'est que le climat en France est très très différent pour le meilleur de ce qu'il était il y a 7 ans. Mais en tout cas, c'était cette idée qu'on irait plus vite, et cette idée que moi j'avais l'impression comme individu d'être plus heureuse dans un environnement où les gens sont plus positifs. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a décidé d'être aux États-Unis, et puis après quelques années plus tard, on a décidé d'ouvrir une filiale en France, et donc aujourd'hui on est et aux États-Unis et en France. Bon, c'est bien, tu me fais réagir sur 1 million de choses. J'ai noté plein de trucs sur la première chose que je note, c'est que dans certains épisodes récents, alors beaucoup vont croire que je le fais exprès, mais en l'occurrence, tu vois, ton approche du contenu, je la connaissais pas avant de commencer cet épisode avec toi, et je remarque que c'est une sorte de facteur clé de succès, au moins dans les entreprises post-2010, qui est hallucinant. Enfin, je veux dire, que ce soit l'email, Medium, l'écrit, la vidéo, Instagram, TikTok, peu importe, en fait, c'est quand même un truc dans les entreprises les plus récentes, en tout cas, je te dis peut-être moins de 10 ans, quoi, mais qui est dans les succès fulgurants, une sorte d'accélérateur complètement dingue, en fait. Par la transparence, par la relation que tu crées avec tes clients, par plein de choses, mais voilà, il faut que je le renote parce que en fait, je vois encore trop de gens qui veulent pas faire de contenu, qui trouvent que c'est du temps perdu, et en fait, je sais pas, j'ai un moment, ça me rend malade, j'ai envie de, je sais pas. Alors deux choses. Je suis totalement d'accord. Je pense que avant d'écrire du contenu, j'avais pas mesuré l'impact que ça aurait, et surtout évidemment que ça crée plus de visibilité, et ça c'est génial parce que tu peux avoir plus de clients potentiels, plus de prospects, etc. Mais moi, ce que je pense pas anticiper, c'est à quel point ça aide ta marque employeur. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup de candidats qui postulent chez Front parce qu'ils ont lu des choses sur Front, et donc ça, et en fait, quel que soit le produit que tu crées, qu'il soit bien pas bien, enfin, la réalité, c'est que ton entreprise, elle va réussir parce que tu vas recruter des gens qui seront géniaux, et donc ça, c'est une chose. Et ça t'aligne.
Je veux dire, tu peux pas être un énorme scam, tu peux pas être une énorme arnaque et dire faire des contenus qui racontent des trucs et être complètement à 180 degrés. À fond. Voilà, donc dans les gens que tu recrutes, ils vont correspondre à ce que tu cherches ou à ce que tu écris. Dans les clients que tu as, ils vont comprendre normalement. Enfin, tu vois, donc tout à fait. Ouais. Et j'ai lu un article récemment d'un mec qui est un leader technique qui disait que la raison pour laquelle il aimait bien faire des conférences et écrire, c'est parce que ensuite il avait pas d'autre choix que de respecter ce qu'il avait dit. Ben oui. Et donc c'était un peu une forcing function. Donc voilà. Et t'avais un autre point, pardon. Ouais, j'ai un autre point qui est assez important. Par contre, c'est que je pense que c'est pas suffisant de se dire le contenu c'est important et donc je vais avoir une stratégie de contenu pour ma boîte. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a énormément de boîtes qui publient du contenu, mais que globalement il y a très peu de contenu qui est bon. Et le conseil que j'ai pour tous les gens qui, soit les individus ou soit les entreprises qui veulent se mettre à écrire, c'est de d'abord penser à ce qui va être utile pour la communauté où on veut créer plus de visibilité. Et en fait, ça, je trouve que c'est vraiment un truc où, à force de lire des trucs nuls, j'ai envie de dire, ok, avant d'écrire, réfléchis, mets-toi dans la peau des gens qui vont écouter ce truc et dis-toi, est-ce qu'il y a 2-3 trucs qui peuvent en retirer et qui vont changer la manière dont ils travaillent, la manière dont peu importe. Mais je trouve que ça c'est vraiment critique et le piège c'est pas de juste se dire ok je vais avoir une stratégie de contenu parce qu'il faut le faire et parce que tout le monde le fait donc je vais avoir cette newsletter et des articles. Oui, et là voilà, je vais emmerder un peu ceux qui trouvent que je parle trop de mon business, mais en fait je vais recouper quand même sur un truc qui m'est arrivé récemment. On a perdu une partie d'un assez gros client qu'on adore sur toute sa partie contenu parce qu'il nous a dit en fait vous nous sollicitez trop là-dessus et on a trouvé des gens qui sont beaucoup plus spécialisés dans notre univers et qui vont faire le contenu eux-mêmes. Ils vont tout faire. Et tu vois, j'ai eu une réaction qui était genre mais ok, ok, allez-y. Enfin, c'est de la merde. Je sais pas quoi vous dire, mais il faut pas faire ça. Enfin, tu vois, t'imagines, c'est un peu ce que tu dis. Si tu dis, en fait, tu dois y aller avec les tripes, quoi. Tu dois mettre ton contenu, tes vraies revendications, convictions, ce que tu vas faire, ce que tu crois, ce qui est bien, pas bien. Tu dois mettre de l'engagement. Tu dois mettre, encore une fois, tes tripes, ta boîte, ta vision, tes choses. Si c'est juste pour occuper un univers sémantique pour faire du SEO, ouais, du référencement naturel, pourquoi pas. On va devenir trop très technique après, mais bon, en l'occurrence, voilà, je pense que voilà. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'énergie américaine aussi. Tu dis c'est indispensable d'avoir cette énergie. C'est intéressant ce que tu as noté sur les évolutions en France en 7 ans, parce que je pense qu'elles sont réelles. Tu l'as noté à la fin, la rapidité, l'énergie. Mais il y a toujours ce truc qui est quand même fou et à chaque fois, alors ce qui est drôle, c'est qu'on a l'impression que tu l'as croqué à pleines dents ce truc-là et que ça t'a, tu vois, ça a été transmis comme un virus, quoi. Mais je me dis comment je peux moi je peux avoir cette énergie, mais comment je peux moi aussi croquer dedans encore plus? Comment je peux être assez alors tu l'as pas été, tu nous l'as dit puisqu'il y a eu des événements ou des moments où c'était plus difficile. Mais comment je peux être plus tu vois, je cherche le terme, c'est pas stable, mais tu vois, toujours en haut, quoi, high energy, quoi. Tu vois? Ouais, c'est intéressant. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que tu peux faire la réalité, c'est que je pense qu'on change pas. Enfin, je pense que on change pas les gens et en fait, les gens peuvent que changer grâce à l'environnement autour d'eux. Et donc, au fond, pour répondre à ta question, je pense que la seule chose que tu peux faire, c'est recruter des gens qui sont high energy, qui sont positifs, enthousiastes, qui voient le bon côté des choses, le verre à moitié plein, etc. Et je pense que, en fait, moi, quand les gens me demandent de décrire un peu la culture de Front, je leur dis que je trouve que le fait qu'on soit une équipe fondatrice française, mais qui ait passé les premières années aux États-Unis et qui garde une majorité de ses employés aux États-Unis, ça nous donne un peu cette positivité américaine, mais avec ce réalisme français. Et je pense que les deux sont importants. Et donc, je pense que une réalité aussi, c'est que et là, je vais employer des mots anglais parce que c'est des mots qui sortent de la bouche des Américains. Mais tout ce que tu entends, c'est everything is awesome, qui veut dire
tout est C'est génial. incroyable, ouais. Oh, en fait, à un moment, t'es là, est-ce que tu peux juste me dire la vérité parce que c'est pas vrai, quoi. En fait, on monte une boîte, on a plein de problèmes, etc. Mais à l'inverse, si en fait j'entends cette personne qui me dit mais rien ne va, bon bah t'es là, ok, mais en fait j'ai envie aussi de m'amuser au travail, donc c'est un petit peu énervant à la fin d'entendre ça. Et donc je pense qu'il faut avoir cet équilibre. En fait, cet équilibre, je pense que on le trouve grâce à une diversité de personnes plus que grâce à un travail sur soi. Et je pense que c'est vrai, quel que soit le pays dans lequel t'es. Et du coup, ce serait ça mon conseil actionnable. J'ai vu de mes yeux, j'ai fréquenté des personnes qui ont, je pense, changé là-dessus. Moi, je pense que c'est possible de décider voilà, de passer en mode énergie et tu vois. Alors oui, mais je dirais que 100%, parce que moi j'ai complètement changé, mon mari a complètement changé, je connais plein d'employés qui ont changé, etc. Mais je pense qu'on s'imprègne de son environnement. À savoir que la réalité, c'est que malgré le fait que j'ai changé et que j'ai changé pour toujours, si demain tu me mets dans un environnement très pessimiste, eh ben je vais perdre de cette énergie. On est la moyenne des personnes qu'on fréquente. C'est un peu Ouais, toujours l'idée, hein. Mais c'est sûr que il faut, et c'est aussi là-dessus où il faut être capable de choisir aussi ces personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent polluer. Alors il y en a certains que tu peux essayer d'emmener et d'accompagner. C'est pour ça que tu as des potes et que tu as la famille, des gens qui sont autour de toi pour te dire là en ce moment il faut que tu fasses attention. Mais il y a aussi des gens qui peuvent te tirer vers le bas. Ouais, et tout à fait. Et après, il y a des choses que, d'un point de vue individuel, tu peux faire pour voir le verre à moitié plein. Il y a des études qui sont sorties dans les dernières années qui sont fascinantes sur comment créer les conditions de ton bonheur. Et des petites choses toutes bêtes comme avoir un journal de gratitude. Ou en fait, moi, ça va peut-être paraître ridicule à certains, mais je suis très fière, donc je vais le partager. C'est que je fais deux choses aujourd'hui. Alors, j'ai peut-être Attends, ce logiciel, on enregistre en distance. Attends, j'ai un truc. Ah non, c'est pas bon ça. Mince, je voulais le roulement de tambour avant parce que voilà, mais ça marche pas. Pardon. Mais bon, le journal de gratitude, ça c'était le bide, tu vois. le journal, non, mais alors un truc que je fais, c'est que dans ma douche, il y a un autocollant avec marqué gratitude, mais en anglais. Et en fait, la raison pour laquelle je fais ça, c'est que tous les jours, je prends une douche. Et en fait, quand je prends une douche, j'ai pas non plus 1000 trucs à faire. Je suis en train de prendre une douche. Et donc, tous les jours, je pense à 3 choses pour lesquelles j'ai envie, donc en anglais, d'être grateful. Et en fait, c'est prouvé scientifiquement que, en fait, ça augmente ton niveau de bonheur de manière très significative. Et donc, un autre truc que je fais, c'est qu'il y a 1 an, j'ai eu une fille. Pardon, il faut que tu me dises 3 choses, par exemple. Ça pourrait être quoi et grateful, c'est donc reconnaissant, c'est ça un peu? Ouais, c'est ça. Ouais, Gratitude, reconnaissant, redevable, rendre grâce. Enfin, voilà. Voilà. Pour ce concept. Donc, par exemple, des choses qui reviennent ou je sais pas, tu peux me dire. Alors là, par exemple, le matin, par exemple, ce matin, je me souviens plus ce que j'ai dit, mais ça peut être, je suis grateful d'avoir une famille en bonne santé, parce que toute ma famille est en bonne santé, que ce soit ma famille proche ou un peu éloignée. Grateful d'être d'habiter dans cette ville, parce qu'en fait, ce matin, je me suis réveillée avec un immense ciel bleu, mais en même temps, il fait pas trop chaud. Enfin bref, j'adore. Et grateful d'avoir un boulot où je suis très contente de commencer ma journée à 8h et même si j'aurais pas le temps de passer beaucoup de temps avec ma fille, en fait, je suis aujourd'hui, je suis très contente d'aller au boulot. Et voilà. En fait, ces 3 trucs ce matin, ça peut être les 3 mêmes trucs demain. En fait, on s'en fout. Mais d'avoir ce muscle qu'on construit et c'est prouvé que ça rend beaucoup plus heureux. Et donc, ce que je disais, c'est que c'est un muscle que j'ai envie de construire aussi pour Anna, ma fille, et où tous les soirs, avant de se coucher, même si elle a 1 an, donc elle ne parle pas, c'est plutôt une habitude à prendre. Mais en tout cas, en famille, on se pose cette question de ce qui était bien à propos de la journée. Et ouais, donc ça, c'était juste pour rebondir sur est-ce que à titre individuel, il y a des choses qu'on peut faire pour avoir une énergie plus positive, et la réalité, c'est oui. Et en fait, ça prend 15 secondes chaque jour de le faire. Et on peut trouver ça un peu ridicule mais en fait quand c'est aussi évident que 15 secondes de ta vie peuvent te rendre beaucoup plus heureux, il y a peu de raisons de pas le faire. Et puis c'est un truc très personnel, quoi. Personne te demande de rendre compte sur tes gratitudes, quoi. Totalement aligné. Tu as des livres qui t'ont marqué là-dedans ou dans tes recherches, des études que tu pourras me partager ou tu peux nous...
Bien sûr. Alors, je réfléchis. Moi, il y a un livre anglais, je regarde parce que j'ai ma bibliothèque juste là. Il y a un livre anglais, mais c'est plutôt pour les femmes, et ça s'appelle A Mind of Your Own. Et ça, c'est vraiment un livre qui a changé ma vie parce que ça explique tout ce que tu peux faire en tant qu'individu, entre changer ton régime alimentaire, faire plus d'exercice, méditer, etc. Et en fait, tu choisis les choses qui marchent pour toi. Le but, c'est pas de faire toutes ces choses mais vraiment, ce livre a changé ma vie. C'est comme ça que j'ai commencé. Par exemple, je médite tous les matins 10 minutes. Et c'est génial, quoi, parce que c'est pareil, c'est un muscle que je construis depuis des années, qui me permet de vivre dans le moment présent et qui me permet de beaucoup plus compartimenter, ma vie, ce qui est critique, parce que si aujourd'hui je vais au boulot, qu'il y a un truc qui m'énerve, ce qui est très très fréquent, et qu'ensuite je vais passer du temps à déjeuner avec mon mari et que j'y pense, en fait ma vie est nulle, parce que il va toujours se passer des choses comme ça. Et le fait de pouvoir identifier ça comme un problème et de se dire ok, j'ai ce problème, je vais devoir le régler, mais au fond je suis contente, j'ai un problème à régler et la vie de personne est en jeu, c'est comme un problème mathématique ou une énigme que je dois résoudre. En fait, cette capacité à se dire bon, ok, j'ai cette émotion, ce problème, etc., je l'identifie, je la mets de côté et je vais la résoudre. Mais ensuite, je suis en train de déjeuner maintenant et de faire un repas, et je suis en train de faire ce repas et je suis concentrée sur ça. Et ensuite, j'ai cette conversation avec cette personne et je ne pense qu'à cette conversation avec cette personne. En fait, c'est un outil qui est probablement l'outil le plus puissant en termes de bonheur individuel, quoi. L'instant présent et la capacité à être dans l'instant présent. Ouais. D'où je reviens sur cet article sur justement l'économie de l'attention, passer moins de temps sur son smartphone. Les emails est un sujet, et on va venir sur tout ça du coup, et les emails et cette économie de l'attention. Tout à fait. Et ce que tu dis, hein, alors juste un point. A Mind of Your Own, The Truth About Depression and How Women Can Heal Their Bodies to Reclaim Their Lives. Donc la vérité sur la dépression et comment les femmes peuvent heal, c'est guérir leur corps et récupérer leur vie. Et donc intéressant. Donc ça c'est Kelly Brogan, l'auteur. On mettra le lien dans les notes de l'épisode. Et je suis d'accord là-dessus que ce qui est intéressant, ce que tu dis sur ces problèmes au travail, en fait, j'ai eu un moment moi où en fait ces problèmes me rongeaient de l'intérieur, tu vois, chaque nouveau problème, etc. Je sais pas exactement ou quand. Je me demande si c'est pas un gros accident de vélo que j'ai eu, qui a un peu été une rupture à un moment. J'ai réalisé ça dans un épisode avec mon coach que j'ai fait, l'épisode 200, qui est assez cool, où il parle de near-death experience, donc d'expérience de mort imminente. Je me demande si c'est pas, ça correspond à peu près à ce moment-là, mais où à un moment je me suis dit, mais en fait tout ça c'est pas grave, tu vois. Et donc j'arrive à prendre du recul, et ce que tu dis, c'est important, c'est que il y a un moment où j'ai même réussi, je suis passé à me dire, chouette, un nouveau problème, quoi. Tu vois, et en fait, c'est fou de se dire que j'ai vécu en quelques années un truc qui faisait qu'un problème pouvait m'empêcher de dormir et me ronger, mais vraiment la vie. Et je vois des gens qui sont comme ça, à passer à un truc qui est dire, ok, un nouveau défi, vas-y, on va se le farcir, tu vois. Et tout à fait. Ce qui est intéressant sur ce sujet, c'est que après, c'est vraiment un autre sujet, c'est assez clivant. Mais il y a de plus en plus de drogues qui sont utilisées à des fins thérapeutiques, qui te permettent d'expérimenter ce que tu appelles ce near-death experience, donc te mettre dans un état qui est le plus proche possible de la mort, pour ensuite avoir beaucoup moins de peur dans la vie. Et alors, évidemment... alors ça, c'est des trucs de Rick, forcément, ce que tu es en train de me décrire. Non, je sais pas si ça existe. Je sais pas. En fait, il y a l'utilisation de drogue à des fins non médicales qui sont pas encouragées, évidemment. Et ensuite, il y a l'utilisation de drogue à des fins médicales. Et ça, pour le coup, c'est c'est probablement
américain, mais c'est pas étonnant parce qu'il y a énormément de labos qui bossent sur ça. Mais ça, c'est quelque chose où c'est sûr et certain que ça deviendra une solution mondiale parce qu'on parle de microdoses qui sont absolument pas dangereuses et on parle de choses qui sont encadrées et qui ont été prouvées avoir un effet extrêmement positif sur l'anxiété et la dépression. Et en fait, les maladies mentales, c'est assez fascinant parce que au fond, la réalité, c'est que il y a pas les antidépresseurs, etc. C'est pas des solutions qui marchent dans exactement. Ça cache, ça annihile certains. Voilà. Et c'est trop bien, et trop bien que ça existe. Et il y a beaucoup de fois où ça sauve des vies. Mais je pense pas qu'on est arrivé à un moment où on a toutes les solutions à ce problème. Et donc moi, je suis assez enthousiaste par le fait qu'il y ait de l'innovation médicale dans ce secteur. C'est clairement un sujet que je vais explorer ici, que j'ai pas encore fait, que j'écoute et que j'entends sur des podcasts américains. Mais donc on parle par exemple de microdosing de LSD quand même, ou de drogue par exemple, de champignons aussi hallucinogènes, exactement. Donc de différentes, soit des drogues de synthèse, soit des drogues organiques, quoi. Mais des choses qui existent sous contrôle, qui sont faites, je crois pas complètement encadrées en France. En tout cas, j'ai pas vu encore beaucoup de personnes le faire, mais et en effet dont les résultats sont complètement dingues. Tout à fait. Donc voilà. Dans cet équilibre, en effet, vie pro, vie perso, on a abordé ce bonheur et toutes ces approches et ces injonctions. On a vécu en fait, je trouve des révolutions hallucinantes dont on se rend pas bien compte ces 15-20 dernières années. Moi, j'ai commencé à travailler en 2002. Quelques mois ou quelques années avant, les gens avec qui je travaillais, en tout cas, n'avaient pas nécessairement d'ordinateur sur leur bureau, tu vois. Et donc, tu parles, votre cœur de métier, c'est l'email et la communication. Finalement, même tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur le contenu, ça n'existait pas. Tu ne pouvais pas créer du contenu. Enfin, sinon, fallait faire quoi? Fallait l'envoyer par la poste, le distribuer à la sortie du métro. Enfin, tu vois, ça ne marchait pas. Il n'y avait pas de blog, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas YouTube. Et donc, tout ça est apparu petit à petit. Et puis, au début, en fait, des mails, t'en recevais 8 par jour. Et puis ton téléphone et tes messageries, etc. Et en effet, alors toi, vous avez senti un truc avec Front là-dessus. Mais moi, j'ai encore ce sentiment d'être perdu, et je sais pas si tu as ces recettes et jusqu'où tu vas m'expliquer comment vous le traitez et jusqu'où vous allez, et jusqu'où vous voulez aller. Mais moi, c'est un énorme sujet. C'est-à-dire que dans ma vie, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des pour, des contre, etc. J'hallucine de savoir et de voir que un entrepreneur des plus géniaux français comme Xavier Niel répond à mes emails. Tous, à chaque fois, assez vite. Et je me dis, mais en fait, je ne comprends pas. Je me dis, il devrait pas faire ça, c'est pas bien. Tu vois, il devrait pas être esclave de sa boîte mail. Il en reçoit tellement qu'en fait, c'est n'importe quoi, tu vois. Et moi, c'est un truc où je préfère le business en réel, voir les gens créer, avoir des idées et derrière, tu vois, suivre. Mais me dire que je dois passer des heures par jour à répondre à mes emails qui sont des objets entrants pour partie non sollicitée, ça me semble pas complètement, ça me semble une forme d'esclavagisme, quoi, d'aliénation. Dans ce que tu viens de dire, il y a tellement de sujets différents, donc si on décortique, je pense qu'il y a plusieurs sujets. J'en vois 3 qui sont intéressants. Enfin, il y en a plus, mais 3 les plus intéressants, c'est déjà, moi, je suis assez passionnée par le sujet de communication écrite versus orale. C'est normal, c'est un biais, c'est que je travaille dans ce secteur. Mais même si je suis, comme toi, convaincue que la communication orale crée des liens, de la créativité, etc., et donc est indispensable, la réalité, c'est que elle se perd plus facilement, elle est moins recherchable. Donc, en fait, on crée moins d'histoire d'une entreprise quand on est tout à l'oral, quand c'est soit par meeting, etc. Et donc moi je suis assez convaincue qu'investir dans la communication écrite c'est extrêmement important si on veut que les prochaines personnes qui nous rejoignent ou si on veut rechercher du contenu dans le passé et le faire de manière assez efficace. Pour moi c'est critique. Et donc je pense que les deux peuvent coexister, mais je pense qu'il faut être assez délibéré sur la communication écrite, sinon la solution de facilité c'est probablement la communication orale et aller près de quelqu'un qui est à son bureau et lui demander quelque chose. Donc ça, c'est
un sujet. Le deuxième sujet, c'est le sujet de l'email. C'est assez intéressant parce que, en effet, du coup, ça fait des années que je réfléchis à ça. Je peux te dire, en gros, l'innovation qu'apporte Front, c'est de dire qu'en fait, dans une boîte de réception classique, t'es inondé d'emails parce qu'il y a énormément de messages que tu reçois, mais que t'as pas besoin de voir. Soit parce que t'es pas la bonne personne qui devrait le lire, ou soit parce qu'en fait, quelqu'un d'autre de ton équipe pourrait le traiter. Et dans ce cas, très bien s'il était accessible, mais t'as pas besoin d'avoir une notification qui te soit poussée vers toi. Et donc, en fait, ce qu'on fait chez Front et les chiffres qu'on peut montrer à nos clients, c'est que en moyenne, une personne va voir 10% du contenu qu'il voyait avant, mais ça n'empêche pas que tous les autres messages sont traités. Mais en fait, ils ont été traités par d'autres personnes. Et si la personne veut voir, par exemple, l'historique de communication avec un client donné ou à une période donnée, il peut. L'information est accessible au moment où il en a besoin, mais c'est différent de te pusher l'information ou toi-même de la rechercher. Ou des fonctions de collaboration te permettent aussi de passer moins de temps. Par exemple, l'exemple de Xavier Niel que tu mentionnais. Aujourd'hui, moi, j'ai une assistante qui a accès à ma boîte de réception, qui peut créer des brouillons de réponses à chacun des emails qui arrivent. Et donc, dans ce cas, moi, je peux répondre à beaucoup plus de messages sans y passer autant de temps et donc quand même avoir énormément de temps pour moi et pas être esclave de ces mails. Donc, il y a, je pense, une innovation technologique. En fait, moi, là où je suis assez convaincue, c'est que la technologie a créé des problèmes et la technologie doit répondre à ces problèmes plutôt que dire la responsabilité est 100% sur les individus. Et donc, c'est pour ça qu'on est dans ce business-là. Après, je pense que même si c'est vrai que la technologie a énormément à apporter, la réalité, et ça c'est un sujet un peu différent, c'est que les innovations technologiques des dernières années ont changé drastiquement nos habitudes et spécifiquement plus que l'ordinateur encore, je pense le smartphone. Oui, bien sûr. Et le smartphone, c'est un truc. En ce moment, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle How to Break Up with Your Phone, donc comment rompre avec ton téléphone. Que je trouve assez fascinant et j'en suis qu'à la moitié, donc je peux pas encore dire si je le recommande ou pas, mais en tout cas cette idée que les créateurs d'applications de téléphone ont un intérêt assez évident qui est de te faire passer le plus de temps possible dans ce téléphone. L'économie de l'attention. Et voilà. Et ça, je trouve que c'est vraiment fascinant parce que donc ça c'est une responsabilité individuelle qui est que dans la mesure où il y a des milliers d'ingénieurs qui sont en train de bosser pour attirer ton attention, si toi t'as pas une discipline sur comment tu veux utiliser ton smartphone, alors tu vas forcément en avoir un usage malsain. Et aujourd'hui, des chiffres qui moi me rendent extrêmement triste, c'est les chiffres d'augmentation d'anxiété et de dépression chez les jeunes et spécifiquement chez les jeunes filles qui, à cause de l'apparition des réseaux sociaux, sont beaucoup plus malheureuses en fait. Et autant je suis quelqu'un qui dit que la technologie et les smartphones apportent énormément de positifs. Je suis pas du tout quelqu'un à rompre avec son téléphone. Ça veut pas du tout dire je le jette ou je passe à un Nokia 3310, etc. Mais par contre, je suis convaincue que si t'es pas délibéré sur ton usage, alors ça créera beaucoup plus de malheur que ça ne créera de bonheur. Et ça, je trouve que c'est un sujet fascinant parce qu'on est tellement dedans que je pense qu'on a encore du mal à avoir du recul sur l'impact que ça a sur nous qui avons, disons, plus que 30 ans, donc on n'a pas baigné dans les réseaux sociaux quand on a grandi, mais ou l'impact sur les jeunes qui, eux, vivent en fait une enfance et une adolescence qui est radicalement différente de celle que nous, on a vécue. À quel âge tu es allé sur Facebook ? Quand j'étais en école, donc Ok. j'avais probablement plus de 18 ans. 18 ans. Alors évidemment, j'ai plein de réactions sur tout ça. Et en effet, cette économie d'attention. Alors, je voudrais revenir sur ces jeunes femmes. Ma femme m'a partagé un message autour de ça aujourd'hui, une histoire assez sordide. Et je me rends pas compte. Enfin, là, comme ça. Alors, ça doit être une question de société. Je sais pas si tu peux me le décrire. Pourquoi plus les jeunes femmes que les jeunes hommes
Parce que il y a plusieurs raisons. La première, c'est que elles sont plus victimes de cyberviolence. Ouais. Et la deuxième, c'est que je pense que l'image qu'elles ont d'elles-mêmes est plus importante dans leur développement que et ça c'est un truc sociétal mais qui est triste, mais c'est la vie. Et donc en fait, je pense que le fait qu'elles voient des filles plus jolies, des filles plus etc. Vont plus les affecter que un mec qui voit un mec plus musclé, etc. Elles vont être affectées plus profondément. T'es plus sensible au fait que la vie des autres est mieux que la tienne, quoi, en fait. Alors qu'en fait. Ouais, à la perception de son corps, de son identité, de ça. C'est très dur, hein, tout ça. Et c'est vrai que je suis arrivé, au moment où on enregistre, le gouvernement chinois a décidé il y a quelques semaines, t'entends peut-être des cris derrière, j'ai mon fils qui va bientôt se coucher, semble-t-il. Parce qu'évidemment, on a un gros décalage, donc toi, le tien s'est réveillé. Tout à fait. Le gouvernement chinois a choisi récemment d'imposer par exemple 3 heures de gaming maximum par semaine en disant que c'est... Et alors, je suis pas très en accord avec le gouvernement chinois sur plein de choses, mais par moments, je me dis, mais c'est peut-être pas si con. Alors, j'aimerais autant qu'on l'impose pas, tu vois, mais tu te dis, en effet, le changement de ces écrans. Alors, il y avait d'autres choses avant. Hein. Avant, c'était TF1, quoi, en fait, finalement, qui cherchait à capter ton attention à fond. C'est probablement peut-être mieux de temps en temps de regarder certains trucs plus intéressants sur Netflix que Vincent Lagaffe, mais c'est encore un autre sujet. Mais en effet, ce qui est très difficile, c'est aussi tu parlais de contrôle, quoi. Et sur ton téléphone, dans une vie d'adulte, beaucoup de gens, et peut-être toi et moi les premiers, mais on subit de temps en temps nos smartphones et nos écrans. Et l'idée, c'est de reprendre le contrôle. Et le problème, c'est que je pense que dans les plus jeunes, c'est encore plus difficile que pour nous, non? Ouais. Et en fait, l'argument est souvent avancé que on a peur du téléphone, mais avant on avait peur de la télé, avant on avait peur des BD, avant on avait peur des livres, etc. Mais la réalité, c'est que toutes les études montrent, et je pense que en fait, c'est assez normal, c'est que le smartphone, le téléphone portable apporte un changement beaucoup plus radical et beaucoup plus dangereux parce que pour plein de raisons. La première, c'est qu'il est toujours dans ta poche. En fait, ta télévision, tu l'as dans ton salon. Et la deuxième, c'est que t'as pas de notion d'identité. En fait, les téléphones et les réseaux sociaux, et c'est deux sujets différents, mais malheureusement qui sont liés. C'est que les réseaux sociaux, il y a une partie de ton utilisation des réseaux sociaux qui fait que tu montres une partie de toi et que du coup, tu peux avoir moins confiance en toi en utilisant des réseaux sociaux. Et en fait, la réalité, c'est que la télé aussi, mais dans une bien moindre mesure, quoi. Juste parce que t'as vu peut-être une nana à la télé qui était un peu plus belle, mais pas parce que quelqu'un n'a pas liké tes posts ou t'a insulté ou t'as vu que tes amis faisaient beaucoup plus de toi. Ouais. Et donc du coup, je pense qu'en fait, le risque, il est même s'il existait avant, même avec les jeux vidéo et la violence des jeux vidéo, etc. Mais je pense qu'en fait, il y a un changement d'échelle de risque qui est assez majeur. Et encore une fois, il y a aussi des choses absolument incroyables qui sont apportées par la technologie. Et par exemple, la possibilité de communiquer pendant cette période de pandémie, etc. C'est absolument génial. Mais je pense qu'il faut pas se dire que parce qu'il y a des effets positifs, alors on peut fermer les yeux sur les effets négatifs, parce que les effets négatifs, ils ont des conséquences qui sont graves et bien plus graves que ce qui a pu se passer par le passé. Et il faut pas sous-estimer juste en fermant les yeux en se disant bon, je sais pas ce qu'ils foutent sur leur téléphone ou ce que mais même ce que je fais en fait. Et je pense qu'il faut être capable, tu vois, des trucs que j'essaye de faire moi, c'est souvent de unfollow beaucoup de monde. Parce qu'en fait, tu as une tendance à suivre des gens sur les réseaux sociaux et à jamais les enlever. Mais en fait, il y a plein de gens, au bout de 2 ans, au bout de 10 ans, en fait, ou alors les masquer au moins, mais juste voir quand tu vas sur Insta ou ailleurs, des choses qui vont pas te tirer vers le haut justement, et plutôt te tirer vers le bas, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas forcément quelque chose de très bien. Je reviens sur ces mails. Et potentiellement un peu sur Front aussi, mais voir comment vous solutionnez ça, parce que ça moi je te dis, c'est pour moi une injonction assez forte.
en fait, c'est sur le mail que j'aurai qui est contact à Cosa Vostra ou qui est le mail général de la boîte, ou je le mets sur mon mail à moi. Je vais pas le donner ici comme ça, mais parce que je veux pas arranger le problème, mais les deux. Et donc comment je décide, enfin raconte-moi, parce que qu'est-ce qui va où, qui répond à quoi, j'ai pas complètement compris le truc. L'idée, c'est que tu peux commencer à utiliser Front en ajoutant une adresse partagée, parce que le besoin de collaboration sur une adresse partagée, il est assez évident. Si tu as une adresse partagée, c'est probablement qu'il y a plusieurs personnes qui doivent voir ou répondre à ces messages. Et donc, concrètement, ce que tu fais, c'est que tu ajoutes contact @ tonentreprise.com dans Front. Tout le monde a accès à cette boîte, mais ce qu'on ajoute, c'est des fonctions de collaboration et d'automatisation. Donc, collaboration, ça veut dire que tu peux assigner un mail à quelqu'un, tu peux avoir des discussions autour de ces mails. Donc, par exemple, tu peux dire Mathilde, est-ce que tu peux faire ça, ou demander, par exemple, est-ce que tu sais de quoi il parle? Nous, par exemple, un commercial peut demander à une personne en produit quand est-ce qu'on va mettre en production cette fonctionnalité, etc. Donc, tu as toutes ces fonctions de collaboration. Sans faire des forwards de mails dans tous les sens, exactement. etc. Ouais, okay. En fait, principalement, l'idée, c'est que tu dupliques pas l'information, et en dupliquant moins l'information, du coup, tu as beaucoup moins d'informations qui se passent. T'as pas d'email créé, t'en as toujours un. Et ça permet aussi, par exemple, de collaborer sur un brouillon où, tu vois, par exemple, une personne peut écrire cette partie parce que c'est un commercial qui a des informations sur le prix de ce que tu vends, mais après, tu as une personne en produit qui peut ajouter des informations sur les fonctionnalités qui vont être développées, etc. Donc ça, c'est les fonctions de collaboration. Et les fonctions d'automatisation, c'est de pouvoir dire, par exemple, de 8h à 8h, donc de 8h du soir à 8h du matin, j'ai un message automatique qui dit qu'on n'est pas là. Si le mail est en français, je l'assigne automatiquement à Mathilde parce qu'elle peut répondre. Si c'est un client qui paye beaucoup, alors j'ajoute un tag pour notifier la personne qui va répondre qu'il faut faire très attention en répondant à ce message. Enfin, bref, toutes ces fonctions d'automatisation qui peuvent aussi se lier à des systèmes autres. Par exemple, si tu as un Slack, un CRM comme Salesforce, un outil de gestion de tâches comme Asana, GitHub, etc., tu peux créer automatiquement des workflows dans Front. Bref, ça c'est pour une boîte partagée. La réalité, c'est que tout ce que je viens de décrire, ça marche aussi pour une boîte individuelle. Donc par exemple, moi j'ai des messages qui m'arrivent sur mon adresse individuelle. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je sais pas, un client va m'écrire et je vais vouloir partager ce message et avoir une conversation en interne à propos de ce que je devrais répondre. C'est beaucoup plus simple que de forwarder et d'ensuite de pas oublier quand je répondrai à ce client, d'enlever toutes les conversations. Donc cette fonction de j'ai des systèmes de commentaires, conversations internes à propos d'un mail externe, en fait, moi aujourd'hui je collabore sur énormément de messages que je reçois parce qu'en fait, soit j'ai besoin de les partager à des gens, soit je vais juste avoir une discussion en interne. La deuxième chose que ça permet de faire, c'est que par exemple avec mon assistante, quand quelqu'un me demande est-ce que je peux faire un podcast de 9h à 11h mercredi, je peux lui dire attends, là je dois juste vérifier que je peux aller chercher Anna à la crèche plus tard, ou enfin peu importe, et donc je peux avoir ces conversations. Mais aussi ce que ça permet de faire, c'est que moi j'ai plein de fois où mon équipe de recrutement ou mon assistante ou notre responsable commercial va pouvoir écrire des mails en mon nom, mais ensuite c'est moi qui vais les revoir et les envoyer. Mais moi j'ai pas du coup à faire tout ce boulot de créer tous ces mails, et donc parfois c'est beaucoup plus efficace si un candidat reçoit un message de ma part, qu'un client reçoit un message de ma part. Mais la réalité, c'est que je suis une personne, quoi. Donc il y a une limite à ce que je peux produire comme contenu, et le fait que plein de personnes derrière puissent collaborer avec moi. Et donc pour répondre à ta question très concrètement de ta boîte à toi, moi j'ai décidé de la partager entièrement à mon assistante, mais t'es pas obligé de faire ça. Et par contre, pour tous les autres mails, je décide lesquels je partage à qui. Mais la collaboration. Pardon, je le fais, mais pour la petite blague avec une ancienne de chez toi. Ah, trop bien. Qui? Tu connais Alice Desfaux, je crois, non? Elle est pas passée chez vous? Oui, tout avec à fait. Double. Mais c'est autre chose. Oui, donc avec une assistante, c'est autre chose. Non, c'est complètement autre chose. Mais ça pourrait être très utile avec mon assistante Double. Voilà, mais c'est une ancienne de chez toi qui a monté cette appli dont je raffole depuis quelques mois. Ouais. Et donc, j'ai investi il y a très longtemps dans cette. Voilà. J'y songe aussi, figure-toi. Et donc d'accord, très bien. Et je comprends très bien, et je vois vraiment la puissance
de tout ça. Et du coup, alors je vais prendre un cas très concret qui est le mien, mais pour voir sur plein d'autres gens, moi je peux avoir plusieurs boîte mail parce que j'ai une adresse Stéphanie.fr, mon nom de famille, je vais avoir une adresse peut-être Gmail, une adresse génération do it yourself, une adresse sur une entreprise, une adresse sur d'autres. Je dois payer par adresse, comment ça se passe? Je peux tout centraliser au même endroit pour tout le monde? Tu peux tout centraliser au même endroit. La réalité, c'est que nous, on a commencé par s'adresser aux entreprises parce que c'est là où il y a un besoin de collaboration beaucoup plus fort. C'est vrai que dans ta vie perso, parfois tu collabores avec ta femme, ton mari, etc. Mais bon, c'est quand même un besoin un peu moins présent. Donc, nous, on s'adresse à des entreprises. Mais tu peux avoir autant d'adresses mail ou compte Twitter ou quoi que tu veux, mais je mets juste en garde parce que parfois les gens ont du mal à comprendre ce que Front fait. La valeur, c'est pas tant d'agglomérer tout en un même endroit. Vraiment, la valeur, c'est quand t'as beaucoup de personnes qui collaborent sur des mails entrants ou des messages entrants et des messages sortants. Alors Front te fait gagner un temps immense et surtout réduit le nombre de messages que tu as à avoir et donc te permet d'être beaucoup plus productif. Ok. Et en effet, ça peut paraître un peu con dit comme ça, mais réduire le nombre de messages que tu as à avoir quand en fait le job de beaucoup de cadres, c'est quasiment il y a de la réflexion et tout ça, mais c'est de prendre des décisions, de répondre à des emails par dizaines ou par centaines. Finalement, quand tu optimises ce temps, ça peut vite, j'imagine, en productivité être énorme. Et je vois que vous avez en plus des clients de ouf, quoi, qui sont hyper contents. Alors ceux que je connais le plus, peut-être là je vois sur ta homepage, mais Shopify, Dropbox, il y en a Airbnb, Airbnb, d'accord. Ouais. Comment c'est facile à intégrer, je veux dire, comment vous avez, est-ce que si je viens, il y a eu parce que c'est un peu nouveau, moi le mail c'est facile, je sais, j'ai un mail, tout le monde en a, et puis voilà. Ouais. Mes deux questions, c'est l'onboarding, comment tu accueilles de nouveaux clients, est-ce que c'est facile, et est-ce que tu as du churn, c'est-à-dire l'attrition, on dit en français, tu vois, est-ce que tu as des clients qui s'en vont au bout d'un moment, ou tout le monde en raffole et est complètement accro Alors, pour répondre à la première question, c'est vrai qu'un choix qu'on a dû faire quand on a commencé Front, c'est soit on crée un outil qui est très proche de la manière dont l'email fonctionne actuellement, et dans ce cas, c'est cool parce que les gens comprennent direct, mais c'est moins cool parce que la valeur qu'on apporte, en fait, elle est assez faible. Et c'est le cas de beaucoup d'innovations mail. En fait, Mailbox, par exemple, c'est un outil mail qui avait été créé, qui a été acheté par Dropbox, mais qui était génial parce qu'ils ont introduit la fonctionnalité de snooze. Et c'est super, mais en fait la réalité c'est que ils ont introduit que ça, quoi, et une boîte de réception assez jolie. Et donc nous le choix qu'on a fait au début avec Laurent, c'est de dire en fait si on change pas l'email en profondeur, alors l'impact qu'on aura sera assez minime. Et donc on a décidé de le changer en profondeur, et le fait qu'on puisse facilement avoir des discussions internes, assigner des mails, suivre des conversations, etc. C'est vraiment nouveau. Et donc ça veut dire plus difficile d'accès. Plus difficile d'accès. Alors, le truc qu'on voit, c'est que si tu utilises Front, je pense que la première semaine, tu te diras, mais franchement, c'était mieux avant. Et je pense que après une semaine, tu te diras, mais je peux plus m'en passer. Et peut-être qu'une semaine, ça varie, c'est 3 jours pour des gens qui arrivent à faire le changement et 2 semaines pour d'autres. Mais en tout cas, nous, on a une responsabilité en interne de vraiment te montrer quel est le nouveau paradigme et comment ça marche. Et donc, on aura toujours des gens à disposition pour au moins te dire, voilà comment tu crées ton compte, et voilà comment on te recommande de l'utiliser, et voilà comment des boîtes comme toi l'utilisent. Et ça prend une demi-heure de ton temps, mais en fait, nous, ça nous permet de nous assurer que ensuite les clients sont très contents et l'utilisent bien. Ma perception pour moi, en effet, et peut-être qu'elle est assez commune, mais que c'était vraiment un truc de sales, en fait. Tu vois, c'était vraiment ce truc pour gérer avant tout ton pipe, communication client. ton pipe entrant de commerciaux, et puis se dire à plusieurs, voilà, on va gérer, voilà. Mais tu peux l'utiliser dans un service financier, comptable, juridique, RH, tout ça. Tout à fait. Alors c'est marrant parce que donc c'est vrai, les équipes qui utilisent Front le plus, c'est les équipes qui ont de la communication client, que ce soit des équipes de support, des équipes commerciales, grands comptes, etc.
Mais de manière assez intéressante, les deuxième équipes qui utilisent le plus, c'est les équipes finances, parce qu'en fait, elles ont énormément de demandes qui entrent, etc. Et puis nous, anecdotiquement, chez Front, notre équipe recrutement l'utilise énormément parce que quand on interviewe quelqu'un, quand on fait passer un entretien, on a ensuite beaucoup de personnes qui doivent partager leur avis, quelles sont les bonnes prochaines étapes, etc. Donc oui, en fait, toutes les équipes qui ont une équipe et donc un CEO qui a une assistante, enfin c'est une équipe de 2 en fait. Et donc ça rejoint. Mais bon, la réalité c'est que les boîtes comme Front, qui sont des produits très horizontaux, à savoir qui peuvent être utilisés par énormément d'équipes différentes, de tailles de boîtes différentes, c'est super parce que ça veut dire qu'on a un très grand marché, mais c'est aussi nul parce que du coup c'est difficile de dire Front fait ça et que ça résonne avec toutes les équipes du monde. Et donc nous, c'est vrai que quand on parle de Front, quand tu vas sur notre site, etc., on va beaucoup plus parler de Front comme une interface qui te permet d'avoir une meilleure communication client que spécifiquement parler du CEO avec son assistante ou de l'équipe RH. Mais la réalité, c'est qu'on a plein de boîtes qui le déploient à l'échelle de toute leur boîte, parce que ça peut être utile et que plus il y a de personnes dessus, plus tu peux collaborer de manière efficace. Votre plus gros client, il a combien d'adresses d'employés ou... Notre plus gros client, alors il a dû grossir depuis, donc mais notre plus gros client, il a au moins 4000 personnes qui bossent en même temps sur des demandes qui arrivent. Incroyable. En fait, quand tu vois ça de loin et tu te dis, tu as fait ça donc après ton stage. Enfin, t'as pas bossé dans une vraie boîte en fait, Mathilde. En fait, non, si, j'ai bossé 1 an dans une startup. Ok. Donc quasiment pas, ouais. Ok. Et en fait, tu te dis, mais comment alors tu m'as parlé des contenus, très bien. Et comment vous avez réussi, parce que la prouesse là-dessus, elle est quand même de... je l'ai pas dit, mais vous avez levé quand même des dizaines de millions, un peu moins de 100 millions quand même au total, mais la dernière levée c'était 60 presque, 59 millions, j'ai cru. Ouais, voilà. on a levé plus de 100 millions, mais bon. Ah, plus de 100 millions, pardon. Oui. Vanity. Vanity, voilà. Mais alors déjà, je trouve ça étourdissant parce que se dire, mais qu'est-ce qu'on en fait pour dans un produit comme ça, tu vois, avec des dizaines de millions de devs. Alors il y a le commercial, il y a la marque, il y a plein de choses, mais voilà, ça on y viendra après. Mais comment tu as réussi à même convaincre ton premier client? Je veux dire, le mail est tellement central que en fait, je trouve ça totalement incroyable. Tu vois, je sais pas si je suis clair. Ouais, mais... non, je vois ce que tu dis. Alors, je pense qu'on a eu tu parlais du fait que j'avais pas bossé avant, et je pense qu'en fait, c'est un point extrêmement important, à savoir que je pense que j'avais une naïveté, en fait. Si j'avais travaillé depuis 10 ans dans Outlook, je pense que j'aurais jamais pu créer Front. Avec peut-être que Outlook précisément si, parce que moi j'ai chaque fois qu'on me met Outlook, j'ai envie de me pendre. Mais non, c'est vrai. Alors je pense que j'aurais pu détester l'outil, mais je pense que j'aurais pas. En fait, je pense que j'aurais eu trop de biais. À savoir, l'email marche comme ça. Au fond, si je peux pas forwarder ce truc, enfin, du coup personne va l'utiliser. Si je peux pas, bref. Donc je pense que et on a été assez délibéré sur ce point, et peut-être les 10 premiers ingénieurs qu'on a recrutés, on voulait qu'ils n'aient aucune expérience dans l'email, parce que on voulait qu'ils puissent être créatifs sur la manière dont ils allaient résoudre certains problèmes qu'on avait techniquement. Donc ça, je pense que ça a aidé. La deuxième chose qui a aidé, c'est on est allé à Y Combinator, et je me souviens très bien du premier dîner qu'on a eu, où la personne qui gère le programme, donc Y Combinator, c'est un truc assez prestigieux. Il y a très peu de boîtes qui sont prises. Il y a des boîtes comme Dropbox, Airbnb, Stripe qui sont passées. C'est le plus gros accélérateur de start-up au monde. Enfin, le plus gros, le plus prestigieux, en tout cas, on va dire. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, moi, je pensais vraiment, et puis en plus, dans les partenaires, donc les gens qui encadrent les boîtes, il y avait le mec qui a créé Gmail. Enfin, pour nous, c'était vraiment super excitant, et on avait hâte d'y aller, et ça a été absolument génial. Mais je pense qu'une anecdote qui m'a beaucoup marqué, c'est que le premier dîner, je me souviens de la personne qui gère le programme qui nous dit, au fond, il y a une seule chose à savoir, c'est make something people want. Et donc je le traduirais en disant faites quelque chose dont les gens ont besoin. Et on a eu un t-shirt et il y avait marqué make something people want, et
En fait, j'étais là, mais franchement, de faire autant de kilomètres pour une banalité comme ça me paraît évidemment qu'on veut faire quelque chose que les gens veulent. Mais il y a une grosse différence pour moi entre make something people want et make something people need. T'as dit, tu l'as traduit par besoin, et moi je serais plus en accord avec les something people need que want, parce que de temps en temps les gens savent pas. Enfin, les gens ils veulent un meilleur email, mais toi t'as pas fait un meilleur email, t'as fait un produit différent. Ouais, tout à fait. Et tu l'as mieux traduit que moi. Et là où je voulais en venir, c'est que au fond, il n'y a pas de recette magique pour créer une société et innover dans un secteur donné. C'est que là où on a dû vraiment être obsédé avec mon cofondateur et avec les premiers employés et toujours aujourd'hui, c'est en fait s'assurer que ce qu'on fait répond à un besoin ou a envie d'être utilisé par des gens. Et en fait, l'email, la réalité, c'est que si tu m'avais demandé il y a 7 ans, quand j'ai commencé, à quoi ressemblera Front, j'aurais pas pu te dire, en fait. Déjà parce que j'avais pas utilisé l'email autant, parce que j'avais pas parlé à assez de clients. Et en fait, l'idée d'un CEO qui a cette vision dès le début de comment ton outil sera, évidemment, il y a une part qui est une vision, et j'ai des convictions assez fortes sur des principes de Front qui doivent être vrais dans le produit, il doit y avoir cette transparence, il doit y avoir cette collaboration, etc. Mais la réalité, c'est que j'aurais pas pu demander, et à chaque étape de la vie de la boîte, on se focalise énormément sur de quoi nos clients ont besoin, pourquoi, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de manière différente, et c'est peut-être ça la différence entre need et want, c'est que c'est pas parce qu'ils nous disent j'ai ce problème et je pense que la solution est ça, qu'on doit construire ça, on doit plutôt répondre de manière assez innovante. Mais je pense que cette discipline de constamment parler à nos clients ou à nos prospects, mêlée avec cette naïveté qu'on avait de pas avoir d'expérience majeure dans l'email, fait qu'on a pu réussir à innover dans un secteur qui, en effet, il y a très peu de boîtes qui ont réussi à innover dans ce secteur. Avec une vélocité des financements, une confiance autour. Vous avez eu des méga fails? Bien sûr, on a des méga fails tout le temps. Je peux t'en donner un parce que dans une semaine, le 15 septembre, peut-être que quand les gens écouteront, ça sera passé le 15 septembre. Ça sera passé. Mais le 15 septembre, on fait notre première ce qu'on appelle product keynote, donc c'est un annoncement produit où on va montrer des nouvelles fonctionnalités sur lesquelles on a bossé, et je vais expliquer pourquoi on a bossé là-dessus. Donc je suis hyper contente qu'on fasse ça. Il y a 1 an néanmoins, on a fait notre première conférence virtuelle et on s'est bien planté, quoi. On n'a pas du tout créé du contenu qui répondait à ce que notre audience voulait entendre. Alors c'était pas nul, mais juste en interne, on n'était pas fiers du tout, quoi. Et ça, c'est un exemple parmi 1000 autres exemples que j'aurais pu te sortir sur la dernière année. Donc ça veut dire que oui, mais je pense que la chose qu'on fait à chaque fois, c'est que on est assez bon à dire voilà, on s'est planté sur ça et on apprend. Tous les lundis, on a ce qu'on appelle all hands, donc toute la boîte se réunit et on fait une réunion en gros. On a différentes parties de cette réunion. On a une certaine routine, quoi. Il y a différentes sections. Et une des sections, en fait, elle s'appelle en anglais Stumble of the Week, que je ne saurais pas traduire, donc désolé. En gros, le concept, c'est que quelqu'un de la boîte va se porter volontaire pour dire voilà une erreur que j'ai faite et voilà ce que j'en ai appris. Et en fait, de faire Stumble, trébucher. Pardon. Trébucher, ouais. Et ce que ça crée comme environnement, c'est un environnement où les gens se disent je peux faire des erreurs. Et une chose que je dis beaucoup quand les gens nous rejoignent, c'est je préfère que vous me demandiez pardon d'avoir fait une erreur que vous me demandiez la permission de faire quelque chose. Et je pense que tout ce qu'on peut faire pour renforcer ce message, donc oui, pour répondre à ta question, on fait énormément d'erreurs et on les accepte et on les apprend et on n'en a pas honte. Et là-dessus, la transparence sur les erreurs, elle est là, je veux dire, les gens peuvent te dire à toi, je pense que t'as fait de la merde, enfin, t'as fait une erreur. Tout à fait. Ouais. Et ça, c'est un sujet qui est un sujet à part entière, qui est comment est-ce que tu peux faire pour favoriser une culture d'entreprise où les gens se donnent du feedback. C'est un sujet assez qui pourrait durer 1 heure, mais 2 choses que j'ai apprises sur donner du feedback.
même beaucoup plus que deux choses, mais la première, c'est que la manière dont moi je vais réagir au feedback qu'on me donne, en fait, va dicter si j'aurai du feedback plus tard. Et en fait, il y a une chose très simple que j'utilise, c'est que si tu me donnes du feedback, je vais te dire trois choses tout le temps. Un, je vais te remercier. Deux, je vais te répéter ce que j'ai compris, parce que très 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 probablement j'ai pas bien compris. Parce que c'est difficile de donner du feedback, donc les gens sont un peu intimidés, et donc du coup la gratitude, la première chose, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est le plus important. Ouais, ok. C'est dire merci, parce que c'était dur pour eux de donner du feedback, et c'est dur pour tout le monde. C'est pas juste parce que, enfin, même moi-même, c'est difficile pour moi de donner du feedback à qui que ce soit dans la boîte. C'est pas facile. Donc merci, voilà ce que j'ai entendu et voilà ce que je vais faire pour y remédier. Et en fait, si tu dis ça, et ben la manière dont la personne se ressent qui t'a donné le feedback, c'est en fait je me sens trop bien, quoi. Je suis trop content d'avoir donné du feedback, je redonnerai du feedback. Et puis après, il y a d'autres choses que tu peux utiliser. Enfin, on a énormément d'outils en interne pour favoriser ce feedback. Par exemple, tous les mois, t'as un one-on-one avec ton manager où les questions que ton manager te pose, c'est spécifiquement dans le dernier mois, qu'est-ce qui t'a rendu le plus heureux? Dans le dernier mois, qu'est-ce qui t'a rendu le moins heureux? Qu'est-ce que je peux faire pour rendre ta vie professionnelle meilleure? Est-ce que tu as du feedback pour moi? Et on te demande de préparer ces questions 24 heures à l'avance. Et donc, du coup, en fait, si tu as au moins un moment qui est dédié à est-ce que tu es heureux, est-ce que tu n'es pas heureux et quel est le feedback. Ça, c'est un des outils, mais il y en a énormément qu'on utilise. Et donc, je pense que pour avoir une boîte qui grandisse et de garder un environnement sain et pas toxique, et pas avoir de politique, et pas avoir de conversations les uns sur les autres, en fait, cette candeur est absolument nécessaire. T'as un outil indispensable pour gérer ces échanges, les consigner justement, et vous avez un outil RH ou quelque chose ou... En fait, quand je parle d'outils, c'est plutôt... Oui, j'ai compris. Non, mais c'est une méthode. Mais je veux dire, est-ce que tu as un outil, est-ce que vous utilisez des logiciels en SaaS alors, on utilise un logiciel pour... 2 fois par an, on a des revues plus poussées sur sa carrière, et on utilise Lattice, qui a annoncé hier qu'ils allaient s'installer en Europe. Donc, c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant. Mais oui, donc on utilise Lattice, et c'est très très bien comme outil pour avoir le feedback d'autres personnes sur la performance d'un employé. C'est assez transparent. Enfin, c'est vraiment un super outil. On n'a plus beaucoup de temps, alors je vais aller vite pour wrap up, comme on dit. Je voudrais juste, avant tout ça, une des choses qui me semble potentiellement difficile, ou que j'ai pu voir, c'est d'être une boîte américaine, certes, mais dirigée par des Français. Aux US, il y a, pour une partie de certaines populations et des gens qui voient, je sais pas moi, qui se voient supérieurs à d'autres, ou est-ce qu'il n'y a pas un sujet de temps en temps pour un cadre américain, un gros sales, un machin, comment vous gérez ça? Est-ce que tu peux me raconter juste peut-être ce choc de culture de temps en temps, parce que à la fois vous êtes là depuis 7 ans, à la fois c'est beaucoup, à la fois c'est rien, à la fois... Ouais, le choc des cultures, c'est assez intéressant. Moi, j'essaie d'y réfléchir puisque sur la partie peut-être arrogance. Nous, on a une valeur chez Front qui est low ego, donc un ego faible. Humilité, quoi, finalement. Ouais, voilà. Et donc du coup, en fait, on s'assure de recruter des gens qui sont assez humbles. Et donc, je dois t'avouer que mon expérience n'a pas été que les Américains se sentent supérieurs. En tout cas, moi, je l'ai pas perçu comme ça. Une chose que beaucoup de gens m'ont dit, et c'est marrant, et c'est rétrospectivement, c'est assez rigolo, c'est de dire ah ouais, quand j'ai su que j'allais passer un entretien avec une nana française, je me suis dit qu'elle allait être pas sympa. Tu vois, en fait, on a un peu mais pas. Je pense qu'il y a pas trop de notion et puis après, finalement, je pense. Je te dis ce que j'en pense après 1h30 de conversation. c'est que t'es pas sympa. Mais donc il y a cette perception, je pense. Le choc de culture, il a été assez fort dans ce que je viens de dire sur donner du feedback et sur être assez direct. Moi, je me souviens d'un des premiers one-on-one que j'ai fait avec un employé américain où j'étais assez direct et j'ai dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, et le mec croyait que j'allais le licencier, quoi. Alors qu'en fait j'étais très contente de lui et c'était aussi ma responsabilité de mettre les choses en perspective et de lui dire en fait je suis très contente de toi. Mais je trouve que avoir des conversations difficiles c'est plus facile pour un Français que pour un Américain. Et donc parfois
ce côté assez direct clash. Mais à part ça, vraiment, mon expérience en tout cas n'a pas été que parce que je suis française ou parce que on a des leaders commerciaux en France et aux États-Unis, et j'ai pas du tout l'impression que la personne aux États-Unis se sente supérieure à la personne en France. Sur d'autres choses que je voulais voir avec toi. Juste sur ce point précis, No Rule Rules de Reed Hastings, enfin le bouquin sur Netflix, Ouais. si tu l'as pas lu, et les feedbacks, ils expliquent comment justement dans cette approche, ils déploient tout ça. C'est très très intéressant. Ma lecture de l'été, vraiment, je te le recommande. Génial. Vous allez aller où? Quelle est l'ambition? Parce que là, tu vois, je vais pas. On a encore une fois plus beaucoup de temps, mais je vais pas y passer des heures. Mais ce sujet, quand est-ce que c'est fini? Je veux dire, l'email, bon, à la fois, Gmail, ils ont plein de gens qui bossent dessus, et j'ai pas l'impression de voir des évolutions majeures de mes emails, tu vois, tous les 3 jours non plus. J'ai vu un redesign récemment, etc., etc. Enfin, jusqu'où ça va? Alors, je vois qu'il y a du SMS, qu'il y a d'autres choses. Tu as parlé de Twitter tout à l'heure, mais en fait, c'est quoi le... Alors, il y a 2 choses différentes, qui est où va la boîte et où va le produit. La boîte, c'est une question qu'on me pose énormément en interne et en externe. La réalité de ce que je disais au tout début, c'est que je pense que j'ai deux choses qui me motivent. La première, c'est de créer un environnement de travail qui rendent les gens engagés, heureux, etc., et de partager tout ce qu'on fait et l'innovation qu'on apporte pour voir si ça peut s'appliquer à d'autres entreprises. Donc ça, c'est un truc qui me motive. Et le deuxième truc, c'est gagner. Je suis hyper compète et j'aime bien gagner. J'aime bien que la boîte aille bien, etc. J'aime bien qu'elle grossisse. Et en fait, du coup, pour moi, plus la boîte sera grande, donc plus on aura de clients, plus on aura d'employés, plus on aura une communauté, plus je serai fière. Et donc, au fond, pour répondre à comment je vois l'avenir de la boîte, je dois avouer que je vois pas trop de fin en ce sens, parce que on n'aura jamais trop d'employés. On peut grossir trop vite, mais on n'aura jamais trop d'employés ou trop de clients, etc. Et donc pour moi, voilà, les gens demandent parfois, est-ce que tu veux vendre cette boîte, rentrer en bourse, etc. Mais au fond, vendre cette boîte, ça n'a jamais été une option pour moi, parce que aujourd'hui, je sais que si je vendais la boîte, la culture d'entreprise serait très différente. Front est une plateforme, donc ça fait pas vraiment de sens de s'intégrer dans un écosystème existant. Devenir une boîte publique, au fond, c'est vraiment juste un moyen et pas du tout une fin. C'est comme le financement, c'est futile, c'est se dire ok, on a de l'argent pour faire plus. Une introduction en bourse, juste pour voilà. parce que ça peut être c'est pas une entreprise publique. Oui. Et juste 2 points avant de venir sur le futur du produit, parce que c'est ce que tu veux dire là-dessus. Mais en effet, ce que j'allais dire, c'est que si tu t'intégrais à une autre société, si tu étais racheté, en effet, toute cette partie du futur de tes... Alors, perdre le produit, finalement, à un moment, tu te dis, bon, fine, je peux faire avec, mais cette mission de vie que tu as de te dire, je veux avoir des gens autour de moi qui soient heureux et les accompagner là-dedans, en effet, c'est un truc sur lequel tu perds totalement la main quand t'es... Exactement. Ouais, tout à fait. Et je pense que la réalité, c'est que si j'annonçais lundi prochain à la boîte qu'on se faisait racheter, la réalité, c'est que je pense que la grande majorité serait très triste, quoi. Et donc, je pense que, en fait, tu recrutes des gens qui aussi ont à cœur la mission que tu as, et du coup, on est tous alignés, quoi. Et l'autre truc, c'est que jusqu'où tu peux aller là-dedans, en revanche, c'est que tu dis faire grossir, c'est un win, c'est gagner, mais est-ce que tu peux réussir à rendre heureux? Est-ce que tu peux réussir, toi, à avoir de l'impact quand t'as 30, 40, 50 000 employés, tu vois? À fond, parce que je pense que déjà forcément mon impact en tant que moi individu il est assez faible, mais j'espère recruter des gens qui vont croire et amplifier ce message. Mais aussi je trouve toujours c'est un sujet qui prendrait plus de temps, mais on lance une expérimentation chez Front depuis 4 mois, un truc qui s'appelle Flexible Fridays, donc des vendredis flexibles. Et donc l'idée, c'est que le vendredi, t'es pas obligé de répondre à ton manager si ton manager t'écrit, etc. Et donc, si tu veux organiser ta semaine autrement, tu peux. Et donc, ensuite, on analyse comment les gens utilisent leur vendredi, etc. Bref.
On fait ça pendant 2 trimestres et ensuite on décide ce qu'on implémente. La réalité, c'est que quand tu es une boîte de 300 personnes qui fait ça et que tu partages dessus, je trouve que ça a une légitimité supérieure à si tu es une boîte de 3 personnes qui fait ça. Et c'est d'autant plus vrai si tu es une boîte de 3000 personnes. Si tu arrives à faire marcher un truc à 3000, bah, en général, ça veut dire que ça a des fondations un peu plus solides que si tu as réussi à le faire marcher à 3. Et il y a vraiment un retour en arrière possible? Je veux dire, sur un truc comme ça, dire non, mais en fait, vous avez fait n'importe quoi, vous avez utilisé ça n'importe comment, salut, au revoir. À fond. Ben parce que en fait tout le monde chez Front rejoint Front parce qu'ils veulent que ce soit une boîte qui aille bien, parce que leurs opportunités de carrière, la joie qu'ils auront au quotidien à faire partie d'une boîte qui va bien. Si je mets en place une expérimentation et qu'elle marche pas, ben, je vais leur dire ouais, c'était peut-être bien d'avoir cette flexibilité le vendredi, mais entre avoir cette flexibilité le vendredi et être une boîte qui marche bien, vous allez choisir une boîte qui marche bien. Et donc oui, on peut revenir en arrière, et je pense que l'important c'est juste d'être très honnête au début sur ce qu'on considère être un succès versus un échec, et avoir des métriques qu'on suit toutes les semaines, tous les mois, pour voir si on va dans la bonne direction. Pour l'instant, on va dans la bonne direction, mais après il reste encore du temps. On sort de mois d'été, enfin il y a plein de choses qui font ça. Mais en tout cas, ouais, du coup, moi je trouve qu'avoir une boîte de 50 000 personnes, ça permet d'avoir plus de légitimité sur les innovations qu'on apporte. C'est vrai de notre produit et c'est vrai de notre entreprise. Tu m'expliqueras le futur du produit une autre fois, sauf si tu peux me le dire en 2 secondes. Vas-y, dis-moi très vite, mais... En gros, l'idée du produit, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée ce hub où tu as tous tes messages qui arrivent et toute ta team qui est là. Et au fond, d'avoir commencé par l'email, c'était évident parce que c'est un outil que tous les gens utilisent. Mais en fait, n'importe quel canal de communication peut arriver dans Front. Et du moment que c'est intégré aux bons outils et que tu as toute ton équipe qui est là, bah, du coup, ça te permet de potentiellement collaborer sur beaucoup plus que juste l'email. Et donc nous, en fait, quand on réfléchit à l'avenir, tous ces outils en fait qu'on a créés, qui sont, on peut collaborer facilement, on peut avoir plus de transparence, on peut avoir plus d'automatisation. C'est des choses qu'on veut apporter à beaucoup plus d'outils que juste l'email. Parce que en fait, ces outils, c'est les outils qu'on implémente en interne. Au fond, la transparence, la collaboration, c'est des valeurs de Front, c'est ce qui on croit contribue à une culture d'entreprise qui est une richesse pour nous, et c'est aussi des choses qu'on implémente dans le produit et qu'on veut pouvoir appliquer à plus de choses. Et aujourd'hui, on l'applique à l'email, mais on l'applique aussi à d'autres choses comme en effet les SMS, social media, donc Facebook, Twitter, etc. À plus de canaux de communication, mais en fait la liste est infinie. Tout logiciel qui serait plus collaboratif, plus transparent, plus automatisé, etc. Plus de logiciels qui travaillent les uns avec les autres, c'est forcément meilleur pour les individus, et pour les boîtes et pour les clients. Ouais, mon rêve étant en effet d'avoir un endroit, mais je crois qu'il y a quand même là-dessus des boîtes qui sont pas d'accord, mais en effet où je puisse avoir mon WhatsApp, mon Messenger, mes messages LinkedIn, mes messages, etc. Mais tu peux pas forcément tout récupérer de partout parce qu'il y en a qui veulent pas. On est d'accord. Tout à fait. Écoute, c'était passionnant. Toute dernière question, 2 questions. Comment toi tu progresses, Mathilde? Alors déjà, donc je peux te dire concrètement comment je progresse. J'ai des coachs, j'ai j'ai des coachs à différents moments en gros, ce que j'ai trouvé, c'est que à différents moments de la boîte et de ma vie, j'ai besoin de choses différentes, parfois professionnelles, parfois personnelles. Et donc j'ai des coachs, j'ai des coachs, j'ai des livres, et donc je lis beaucoup, j'ai des mentors qui sont pas des coachs professionnels, mais plutôt par exemple des entrepreneurs qui ont des modèles de boîte que j'admire, et donc j'apprends. Donc j'ai ces outils, mais ensuite j'ai développé une qualité qui, je pense, est indispensable pour les entrepreneurs, c'est que, enfin peut-être 2, j'ai soif d'apprendre et je suis très lucide sur là où je suis forte et pas forte. Et en fait, cette lucidité, elle est critique, quoi, parce que si je suis pas capable de dire je sais pas faire ça, et en plus je pense que je vais pas être bonne à faire ça, du coup, je vais pas pouvoir autant demander de l'aide. Et donc, si vraiment il y avait une chose sur laquelle j'aimerais que
enfin c'est un petit conseil quoi sur les entrepreneurs boss, c'est cette lucidité et cette soif d'apprendre. Soif d'apprendre, c'est un peu plus dur de travailler dessus. Alors, sauf d'apprendre, moi je comprends. J'ai ce biais de penser sur un truc sur lequel je suis pas fort, je peux apprendre à devenir fort, tu vois. Mais faut juste aussi faire ses choix et savoir se dire est-ce que je veux. Très bien. Un livre à me recommander. Tu m'en as recommandé d'autres sur un sujet précis, mais parmi plein d'autres, ça peut être peu importe un roman, un truc. Mais si tu avais un livre à offrir à des gens. Je pense que dans mon univers de créer des sociétés, moi le livre qui m'a le plus aidé, ça s'appelle The Hard Things About Hard Things de Ben Horowitz. Très bien, fantastique. Ben Horowitz. Qui je trouvais génial. Je suis d'accord, génial et à lire. Et si tu avais toi-même l'occasion de croiser Mathilde, je sais pas moi. En 5e ou en tout cas à l'entrée de son école et que tu pouvais te murmurer quelque chose à toi-même, qu'est-ce que tu te dirais? C'est marrant. Alors moi je dirais un truc, mais c'est vraiment très personnel. Moi je dirais kiffe plus la vie, quoi, parce qu'en fait j'ai toujours été quelqu'un de très sérieux. Nerd. Et comment? Ouais, nerd. Mais... Ouais, un peu, ouais. Et en fait, je pense que c'est lié au sujet que j'abordais de l'équilibre vie perso, vie pro. Je pense qu'un changement que j'ai fait dans ma vie il y a quelques années, c'est de décider qu'en fait, j'avais aussi envie d'être heureuse et de faire des choses qui me plaisent et pas juste optimiser pour avoir les meilleures notes, avoir les meilleurs résultats financiers, etc. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas une dichotomie, à savoir que si je suis heureuse, bah du coup, j'aurai des meilleurs résultats. Et je pense que je pense que mon mari m'a beaucoup appris ça, où le soir après le boulot, j'allais lire un bouquin pro, où j'allais ranger la maison, où j'allais faire un truc, et il était là, mais tu veux pas juste kiffer un peu Et ça m'a vachement aidée, quoi. Ça m'a rendue plus heureuse et du coup, ça a fait de moi, je pense, une meilleure femme, maman, CEO, etc. Et donc, c'est personnel, mais c'est le conseil que je me donnerai en 5e. Très bien. Où est-ce qu'on te suit sur LinkedIn, Twitter? On te contacte. Twitter, Medium, j'ai tout. Sur Twitter, je suis Colin Mathilde. Et en général, c'est par Twitter que je partage le contenu que j'écris ou que je lis et que j'aime beaucoup. Je mettrai tous les liens partout. Je te remercie, génial. Mathilde. Tu as une obligation personnelle. Voilà. C'était passionnant. Ça aurait pu clairement durer 1 heure de plus. Mais on se refera ça. Non, ce qui serait cool, c'est que je sais, tu reviens pas souvent. Et puis mais quand tu reviens, moi, je t'invite. On déjeune et puis on enregistre d'autres choses. Je suis sûr que tu auras plein d'autres choses à me dire. Donc voilà, faisons ça quand tu viens en France. Avec plaisir. Et puis, merci pour tout ça, toute cette transparence, cette humilité, ces valeurs et puis cette vision. Et bravo pour tout ça. Tu accueilleras bien les gens qui viendront de ma part. Je sais pas si tu vous faites des codes promo, des machins, je suis pas sûr, mais en tout cas. Ouais, bien sûr. Je le ferai et merci à toi parce que je trouve que j'ai pu être transparente, vulnérable, etc. parce que t'as créé l'environnement qui permettait. Ben oui, on était entre nous, c'est comme ça, c'est pour ça. Merci Mathilde. Je te dis à bientôt. Je passerai à SF aussi quand je pourrai. Ça fait longtemps que je veux le faire, mais ça n'a pas été facile récemment. À plus, bon passage à la crèche. Embrasse Anna et puis ton mari et puis tout le monde. Et moi, j'embrasse aussi tous les gens qui nous écoutent. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous aimer, d'être heureux, et vous avez le droit de changer, comme on l'a dit, et de choisir d'être heureux, de choisir d'être optimiste, rapide, etc., etc. Tout ça, ça se change. Mathilde, en tout cas, tu dégages cette énergie à l'américaine, comme on dit, et c'est sympa. Et voilà. À très vite. Salut. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans.
Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.